Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans Super Potion, votre podcast marketing branding pour les acteurs de la boisson, boisson avec alcool, boisson sans alcool. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Pierre Tissandier. Salut Pierre. Bonjour Ludovic, bonjour à tous. Alors, la petite histoire, c'est marrant, ou pas forcément, mais en tout cas, c'est mon collègue de The Bottlefield Show, donc Frédéric Roginska, qui travaille chez Distill News, qui m'a donné, au final, une invitation pour aller déguster au Whisky Lodge à Lyon le whisky Aberlour. Et c'est là, du coup, que j'ai fait la connaissance de Pierre, qui m'a gentiment donné une invitation pour le Lyon Whisky Festival le lendemain. Et du coup, où j'ai pu déguster énormément de très bons spiritueux. Et puis, on en reparlera au final au fil de ce podcast. Et notamment, un de mes préférés était Orsine. Et je ne savais pas du tout qu'il y avait un lien avec le Whisky Lodge. C'est en feuilletant le petit fascicule le lendemain que j'ai vu qu'au final, la marque Orsine était embouteillée par The Whisky Lodge. Et c'est là que j'ai eu le déclic et je me suis dit, mais ils ont été super cool avec moi. Eh ben, je vais, je vais rendre l'appareil et les inviter dans ce podcast. Donc, merci d'être présent. Au final, ça aurait été assez rapide, hein, au moment de se connaître et le moment d'intervenir dans l'émission. Donc, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et nous parler un petit peu de ton background chez Guinness, Diageo, Moët Hennessy, etc. Alors, donc moi je m'appelle Pierre Tissandier, j'ai 50 ans. J'ai repris Whisky Lodge il y a 13 ans exactement. C'est une structure familiale qui a été fondée par mes parents en 1968, si je dis pas de bêtises. En fait, on a donc moi je viens, j'ai un profil effectivement plus grand groupe, hein, puisque en gros j'ai fait une bonne partie de ma carrière chez Diageo via Guinness. En Grande-Bretagne et en France. Et puis après, j'ai travaillé chez Diageo et chez Moët Hennessy Diageo. Voilà, donc j'ai principalement fait toute ma carrière dans l'univers des whiskies. J'ai touché à quelques autres produits, un peu le gin, un peu la vodka, un peu le cognac, mais mon vrai background, c'est le whisky. Et j'ai pu fréquenter aussi bien chez Moët Hennessy que chez Diageo, vraiment des personnes formidables qui m'ont vraiment bien formé sur cet univers. Et donc la logique a fait que mes parents étant aussi dans cet univers-là, mais à titre d'entreprise familiale, ben, je l'ai reprise il y a 13 ans. Ok. Donc, c'est grâce à tes parents, au final, que tu as bifurqué dans la filière spiritueux et que tu as travaillé pour ces grands groupes? Je suis un peu né dedans, en fait, hein. Donc moi, j'ai, depuis mon enfance, j'ai toujours vu des caisses de spiritueux tout autour de moi. Après des études de droit, j'ai fait un MBA en Écosse. C'est aussi peut-être parce que j'y avais déjà des relations via mes parents. Et puis c'est un univers où j'ai pu, notamment pendant mes études, j'ai pu aller visiter des distilleries, des embouteilleurs, tout un tas de gens qui, en gros, il y a 25-30 ans, étaient beaucoup plus accessibles qu'ils le sont aujourd'hui parce Mhm. que la demande était faible et que, à part des grandes marques ou des grosses marques existantes, l'univers était relativement réduit. Ok. En tout cas, j'ai croisé ton papa et j'avoue qu'il avait plein de choses à dire. Et effectivement, à l'époque, ça avait l'air plus facile et plus accessible. Il nous parlait bien de ça, quoi. Oui, alors ce qu'il y a de le plus intéressant en fait dans cette époque, me semble-t-il, c'est que euh, il y avait tout en ayant des marques énormes qui faisaient déjà évidemment Johnny Walker ou Chivas ou Ballantines étaient des marques énormes. Mais en fait, la matière de base, les maltes qui servaient à fabriquer tout ça, étaient totalement méconnus. Ils étaient tous au bord de la faillite. Ils ont connu dans des cycles très longs, ils ont tous connu des très grosses difficultés. Donc aujourd'hui, ça amuse tout le monde d'imaginer que Ardbeg était ce qu'on dit mothball, hein, c'est-à-dire que la distillerie était suspendue, elle était mise entre parenthèses, et le peu de whisky qu'elle produisait servait à faire du Ballantines. Voilà, et on peut toutes les citer les unes après les autres. Mortlard servait à faire du Johnny Walker, et aujourd'hui Mortlard suffit à lui-même. Mais en fait, l'existence de toutes ces distilleries ne tient qu'à la présence de tous les gros qui ont consommé des stocks invraisemblables de leur whisky pour pouvoir continuer à exister. Voilà. Ok. Voilà, en gros pour le contexte. Et après, le deuxième aspect qui me plaît le plus, c'est que mon père était œnologue.
et qui venait vraiment du vin et du cognac, et qu'il a forgé son discours sur le whisky à partir de ses connaissances techniques des vins et des spiritueux français. Et en fait, ça a été une force pour lui parce que il parlait 4 mots d'anglais, il doit en parler 12 aujourd'hui. Et en fait, il n'y avait pas de livre, il n'y avait rien, il n'y avait pas d'information. Et donc, de ce fait-là, il était impossible de s'informer, ou quasiment pas. Les distilleries, on parlait de Mortelard par exemple, c'est des distilleries qui ne se visitaient pas, en fait, qui distillaient quasiment plus. Ardbeg était fermé quasiment tout le temps. Donc, il y avait pas, aujourd'hui, il y a des fan clubs qui regroupent des dizaines de milliers de personnes. Mais à l'époque, moi, gamin, la première fois que je suis allé sur le Deal d'Ailey, c'était sur un tout petit bateau. Il n'y avait pas d'avion, il n'y avait rien du tout. Et donc, la force de notre histoire, me semble-t-il, c'est le fait d'avoir élaboré un discours qui nous était propre. Du fait de la méconnaissance d'abord de l'anglais et de l'inaccès à l'information. Puisque il y avait que les embouteilleurs indépendants comme Gordon MacPhail qui vous fournissaient 4 informations sur Ardbeg parce qu'eux avaient des stocks et les faisaient vieillir en fait. D'accord. Donc il n'y avait pas d'informations, donc il fallait les inventer. Et il y avait un côté très novateur, il y avait un côté explorateur qui est très séduisant par rapport au côté presque trop marketé aujourd'hui des maisons. Ouais, c'est clair, carrément. Alors, Voilà. je te propose de passer au super quiz. Pour rappel, il faut que tu répondes ou que tu choisisses une des deux réponses au choix parmi les 10 questions qui arrivent et le plus vite possible. Est-ce que tu es prêt? Pas du tout, mais on va le faire. Allez, c'est parti. Être embouteilleur indépendant ou travailler pour un grand groupe comme Moët Hennessy Diageo? Bon, embouteilleur indépendant, sans aucun doute. Développer ta propre marque de whisky comme Orsine ou distribuer les marques des autres? Ma propre marque. Swell de Spirit Private Garden ou James Eddy 22 ans? James CD 22 ans. Orsine Mais les ou... deux étaient fabuleux. Voilà, donc, Carrément. Orsine ou Kirkenbright? Orsine. Orsine. Travailler avec des fournisseurs écossais ou diversifier avec des spiritueux français comme le cognac? Le diversifié. Les distilleries dans le métaverse, pour ou contre? Oh, parce que ce sont des expérimentations qui amèneront quelque chose forcément. C'est aussi des aventures, mais digitales. Voilà, exactement. Si tu avais le choix entre grande surface... Enfin non, je vais la refaire. Si tu avais le choix en grande surface entre une flasque de Label 5 ou une de Clan Campbell? Clan Campbell. Bourbon ou whisky de seigle? Bourbon. Allez. Old Fashion ou pénicilline? Old Fashion. Et pour finir, miser sur les whiskies rares et collector ou proposer une gamme plus accessible? Proposer une gamme plus accessible. Intéressant. Ok, bah voilà, c'était tout pour le, pour le quiz. Pour le quiz. Alors, on va revenir un petit peu sur ton background qui m'intéresse beaucoup. Donc, tu étais catégorie manager chez Moët Hennessy et du coup, tu connais très bien la filière. Est-ce que tu peux nous dire si aujourd'hui, il est encore question de catégorie ou est-ce qu'on parle plutôt de parfum et d'occasion de consommation? Alors, on n'est pas sur les mêmes niveaux, je pense. Les catégories ont explosé, en fait. C'est-à-dire que le- les barrières d'entrée pour fabriquer de l'alcool sont devenues relativement aisées à franchir, ce qui n'était pas le cas il y a 20 ou 30 ans. Je parle juste de fabriquer, je ne parle pas de survivre. Donc on a pléthore de whisky qui sont arrivés, des nouvelles distilleries qui sont arrivées du monde entier, avec cette idée qu'on avait des transferts de technologie, des transferts de savoir, des alambics de plus en plus modernes et de plus en plus faciles à utiliser. Et donc ça a offert une diversité de produits énorme. Donc les catégories elles-mêmes ont explosé. Voilà, c'est-à-dire que on voit il y a, avec des niveaux de qualité très variables bien sûr, mais on n'a plus du tout les référents historiques qu'on avait, y compris en Écosse, puisque on a même du mal en Écosse à maîtriser, à connaître tous les noms de toutes les nouvelles distilleries. Alors il y a 5 ou 10 ans, tu demandais à n'importe quelle personne dans le whisky, il était capable, avec quelques hésitations, mais de te citer toutes les distilleries ouvertes en Écosse. Aujourd'hui, c'est difficile. En France, il y en a à peu près 150, si je dis pas de bêtises. Donc évidemment, les noms, on les maîtrise même plus tellement qu'il y en a. Donc sur cet aspect-là, les catégories ont explosé. Tu as vu sur le salon, on avait des whisky de seigle, mais pas du tout travaillés comme du rail aux États-Unis. Enfin, voilà. Donc tout ça a apporté beaucoup de changements, beaucoup d'innovations.
Ce qui est plutôt intéressant. Après, effectivement, alors nous, sur l'aspect plus sensoriel, si tu veux, je pense qu'on n'est pas sur le même niveau. C'est-à-dire que l'aspect expérimental, l'aspect plutôt expérience, je veux dire, est fondamental. Il a toujours été dans notre métier. Et boire du whisky, ça n'a jamais été que boire du whisky. Ça a été boire du temps, boire Du savoir-faire. du savoir-faire, boire une aventure. En fait, on boit de très loin. Et c'est vrai que le rapport au temps, le rapport à la distance est tout à fait fabuleux. Alors, bon, dans un monde mondialisé où on essaye de réduire les distances pour des raisons écologiques, euh, les whiskies des Orcades, moi, me font toujours rêver, quoi. Et cette idée qu'on a une distillerie au fin fond du Nil, enfin deux, on va dire Scapa et Highland Park, et qu'elle soit toujours aussi isolée du monde, et que ce whisky-là arrive sur ta table de salon quand tu bois un whisky le soir, moi je suis toujours aussi sidéré par ça. Mm. Et après le deuxième aspect expérimental, enfin expérience qui me plaît toujours, c'est le rapport au temps. Euh, je me rappelle un jour, je travaillais chez Moët Hennessy. À l'époque, je devais être chef de produit, enfin chez Moët Hennessy Diageo. Et j'avais des clients, pourtant des gens qui connaissaient bien le métier, qui se plaignaient du manque de stock de Lagavulin distiller à l'époque. Et je leur disais à l'époque, mais vous avez regardé l'étiquette, là, vous vous rappelez de l'année de production? Puis ils regardent l'étiquette en râlant, et me dit oui, 91. Et j'ai dit, vous vous rappelez, 91, c'est la guerre du Golfe. Donc, ce que vous êtes en train de boire pendant qu'il y a des bombes qui tombaient sur Saddam, il y a des distilleries au nord de l'Écosse, des groupes propriétaires de ces distilleries qui se posaient des questions et qui disaient qu'est-ce qu'on fait? On cesse la production, on baisse, avec toujours cette idée que l'effet aura lieu 15-20 ans plus tard, hein, quand on décide de baisser. Mais c'est un réflexe naturel de se dire on est en crise, alors on baisse tout de suite la production, au moins on fera des économies. Et de fait, il m'avait dit, ah oui, 91. Et vous, je leur dis, vous faisiez quoi en 91? Ah, voilà. Bah, je leur dis, vous aviez des distilleries qui étaient en train de fabriquer du whisky avec cette idée de très long terme que dans 15 ou 20 ans, malgré les vicissitudes du monde, vous seriez peut-être en mesure de le boire. Voilà. Et donc, le rapport au temps, le rapport à l'espace, pour moi, a toujours été l'aspect fabuleux du whisky. Et qui fait qu'aussi bien le côté, pardon pour finir de répondre à ta question, mais sur le côté catégorie et sur le côté expérience, les deux sont indissociables, mais totalement mouvants, en fait. Et c'est ce qui en fait le plaisir, en fait. D'accord. Et d'un point de vue marketing, avec les nouvelles tendances de consommation, est-ce que tu trouves pas qu'on parle plutôt d'occasion de consommation quand tu prends un client qui a envie de consommer un produit, un whisky, un spiritueux, n'importe, il va être peut-être curieux, il va vouloir changer de boisson du jour au lendemain, passer sur un whisky, après le lendemain sur une bière, après sur un RTD. Enfin, et c'est cette occasion de consommation, est-ce qu'elle est marketingment parlant, comment tu fais en fait? J'ai l'impression que dans le whisky et les spiritueux, on est encore un petit peu ancestral dans la manière de communiquer, peut-être. Euh, Alors c'est très variable. C'est très variable parce que on parle aussi bien si on parle des spiritueux, du whisky en particulier, mais de façon générale, tu as une vision qui s'appelle, enfin moi qui m'a beaucoup marqué quand j'étais chez Diageo, c'est ce qu'on appelait le Diageo Way of Brand Building. Et c'était une méthode en fait qui classait très grossièrement en 6 catégories les instants de consommation. Et en gros, on allait avoir ce qu'on appelait, si tu veux, je peux te les faire rapidement. Ah Hein, ouais, je je veux sais bien, pas si c'est carrément. quelque chose de toujours, enfin, en tout cas pour moi que je considère toujours comme efficient. Tu as 6 catégories. Alors on va dire la catégorie release, hein, c'est le côté fun, le côté rigolo, le côté discothèque, etc. Pour parler du lieu où ça va se consommer. Où là, bah, on est plus dans l'éclate générale, on touche une clientèle un peu plus jeune. Ensuite, tu avais une autre catégorie. Alors, je n'ai pas forcément tous les termes, mais tu avais une autre catégorie en fait qui s'appelait le contentment ou qui était plus le plaisir, pas forcément le plaisir partagé, mais le plaisir pour soi. Voilà. D'accord. T'as eu une grosse journée, t'es tranquille chez toi, tu te fais un petit verre face à ton feu de cheminée si tu as la chance d'en avoir une, et tu savoures pour toi. C'est pas le Voilà. côté indulgence Euh, en français? Il y a pas ce terme qui oui, arrive? voilà. Alors, voilà, il y a plus. Oui, pardon, c'est plus ce côté-là, ce côté indulgence. Pardon, je me trompe. Le côté contentment, ça sera plus la bière au pub avec tes copains en fin de semaine où tu vas profiter de tes bons amis pendant 1 heure ou deux, sans t'enivrer, mais juste en buvant une pinte et avoir le plaisir de te retrouver. Mhm. Donc là, je suis à 3, si je dis pas de bêtises. Ouais. Après, tu as une quatrième catégorie.
donc, alors j'ai pas cité de boissons correspondantes, hein, mais il y en a plein. Dans le côté contentment, t'as Guinness par exemple qui se trouvait là-dedans. Dans le côté release, bah, t'as toutes les marques. T'as aussi bien du Red Bull que de la Smirnoff ou ce genre de choses. Dans le côté plus plaisir personnel, bah, t'as des boissons comme Belaise par exemple ou Kahlua par exemple. Voilà, c'est des choses qu'on retrouve là-dedans. Après, tu as une autre catégorie aussi qui est importante, dont j'ai bouffé le nom tout de suite, mais qui est le côté un peu plus rebelle de la boisson, dans lequel se positionnait par exemple Tanqueray, D'accord. avec un ton un peu décalé, et où se trouve par exemple Jack Daniels. Voilà, c'est la boisson qui veut pas faire comme les autres, et les gens qui adhèrent au modèle qu'inspire la marque, bah évidemment, ils veulent pas faire comme les autres. Ardbeg aussi est un des rares maltes qui se trouve dans cette catégorie. Voilà. D'accord. Et après, tu as deux autres pour finir. Hein, j'en ai cité quatre, si je dis pas de bêtises. Les Mhm. deux dernières, tu as ce qu'on appelle donc le statutaire et le discernement. Dans le statutaire, évidemment, on est plus dans la représentation. Voilà, la représentation par rapport à autrui. Et là, on va retrouver du Dom Pérignon, on va retrouver du Johnny Walker, du Chivas, qui sont des marques assez statutaires. On retrouvait Cardiou, par exemple, dans le temps, qui était une marque très statutaire aussi, même si c'est un peu passé pour cette dernière. Et tu vas retrouver les whiskies japonais, par exemple l'Ibiki. Tu vas retrouver le Macallan. Enfin, pardon, non, Ibiki Macallan, on est dans la dernière catégorie. On est dans le statutaire. Et la dernière catégorie qui s'appelle discernement, où là, tu es vraiment dans le voyage, dans l'aventure du whisky, où tu vas retrouver la plupart des distilleries. Où là, Ok. en fait, ce sont des gens qui vont collectionner les bouteilles, ils vont en avoir plein les placards jusqu'à même pas toutes les consommer, mais ils peuvent pas s'empêcher, c'est presque compulsif parce qu'il y a une part d'aventure dans chaque bouteille qu'ils vont découvrir. Et là, seul ou entre amis, eh bien, comme tu l'as vu au salon du whisky à Lyon, les gens partagent un vrai plaisir de découper, de discerner, de découvrir les whiskies avec une véritable gourmandise et vraiment dans un côté très curieux. Alors, il y a des sous-catégories dans tout ça, bien sûr, mais et les boissons se situent jamais dans une des six catégories en tant que Ok, c'est telles. ce que j'allais te Euh, demander. Ouais. Est-ce qu'il y a une boisson voilà. par catégorie Euh, ou est-ce que les non, six alors, sont alors faudrait que je demande à mes copains de chez Diageo aujourd'hui, mais dans les études de marché qui étaient faites, hein, pour parler vraiment concrètement, eh bien, tu avais par exemple Macallan qui allait se situer aux trois quarts statutaires, parce que c'est la bouteille qu'on offre par excellence en Asie, aux États-Unis notamment, pour faire un beau cadeau. Tu avais par exemple, il y a peu, je sais pas si vous avez suivi la série Slow Horses avec Gary Oldman, et tu as deux femmes qui dirigent les services d'espionnage britanniques qui sont en concurrence toutes les deux. Alors il y a Christine Scott Thomas, et désolé, je me rappelle pas du nom de la deuxième, et elles ouvrent une bouteille de Macallan où l'une fête son succès en ayant écrasé l'autre, quoi. Voilà, d'accord. donc avec un côté vraiment, on peut pas rêver plus statutaire. Et donc voilà, évidemment le Macallan pour les amateurs va être un whisky de discernement, un whisky que tu as pu déguster au salon, où on va avoir des produits spécifiques, des vieillissements spécifiques, où les gens vont creuser d'une variété à l'autre, d'une version à l'autre, et s'y intéresser. Ça restera quand même assez statutaire, puisque c'est des whiskies que tu vas trouver dans les grands palaces. Si tu vas au Georges V ou à l'Hôtel de Paris, forcément, tu vas voir toutes les gammes de Macallan qui existent. Donc, évidemment, on n'appartient jamais à une catégorie unique. Le positionnement des marques n'est jamais sur ces catégories uniques. Et ensuite, il va varier en fonction d'un pays à l'autre et en fonction du niveau de vie du pays. C'est-à-dire que, par exemple, Johnny Walker va être très statutaire. Le Johnny Walker très statutaire aux États-Unis, bah, c'est le Blue Label, alors qu'évidemment, ça sera plus le Red en Chine ou en Afrique. Voilà. Mais par exemple, dans beaucoup de pays d'Afrique, le Johnny Walker Red est très statutaire. C'est la belle bouteille qu'on s'achète quand on a un peu de moyens et qu'on veut briller un peu en société ou dans une discothèque. Et Ok. pour finir là-dessus, moi, c'est ce que j'explique toujours à mes collaborateurs, c'est que les six comportements grossièrement évoqués, la même personne sur une semaine ou même sur un week-end va passer les six. C'est-à-dire que tu peux très bien juste boire une bière en compagnie de tes copains un bon moment parce que tu as envie de leur partager tes soucis de la semaine à 18h. Et puis en fait, à 22h, eh bien, tu sors de table, tu as des copains qui t'appellent et là, bah, vous allez faire la tournée des Grands-Ducs, comme on dit, et passer totalement dans le release. Le lendemain, tu as un repas familial où tu es invité par tes beaux-parents, et ben, tu vas aller choisir, en fonction de tes moyens, une belle bouteille de Moët et Chandon, ou une belle bouteille de Dom Pérignon ou de Macallan.
le soir même, tu vas rester tranquillement chez toi et au bord de ta cheminée, enfin devant ta cheminée, juste boire un petit verre, pas forcément de l'alcool d'ailleurs, parce Mmh. qu'il y a plein de marques Un sans alcool spiritueux qui sans rentrent dans alcool. chaque catégorie. Voilà, les motivations que j'évoque, c'est vraiment les motivations consommation de générales Ouais, et c'est qui hyper sont les six important. voilà, Ouais. qui sont les 6 motivations qu'on va retrouver dans les spiritueux, mais qui sont évidemment pas exclusives du tout. Voilà. C'est vraiment Euh, intéressant ça parce que déjà ça me fait limite penser un petit peu aux archétypes de personnalités de marque qu'on emploie des fois en marketing oui, oui, bien sûr. et également au framework Job to be done. Je sais pas si ça te parle, mais en Oui, gros c'est le truc qui vient à l'encontre des personas parce qu'en marketing souvent on va essayer de suggérer la persona parfaite pour son produit et en fait on va partir dans des choses complètement inventées parce qu'on connaît pas au final la personne parfaite qui peut consommer notre exactement. produit. Et le consommateur d'aujourd'hui passe du coq à l'âne, et effectivement, tu l'as Ouais, dit. Donc au final, là, ça répond vraiment au travail à accomplir quoi, par la marque, le fait d'avoir ces six complètement. occasions-là. Et c'est vachement intéressant que tu le mentionnes en podcast. C'est la première fois que j'en entends parler. Donc Mhm. merci pour ça. Bah, avec plaisir. Et Il y a un aspect qui est important. Moi, j'ai connu les gens qui ont créé. Alors, bon, je sais pas si ça concerne tous les auditeurs, mais les classiques malt. Alors, désolé, je recite des marques de Diageo, mais les classiques malt, tu avais Oban, Talisker, Glenkinchie, Kraganmore, Lagavulin et Kaolila, si je dis pas de bêtises. Et en fait, ça a été créé au milieu des années 80. C'est des produits qui étaient très chers, très onéreux. Et je me rappelle que mes parents étaient dans les premiers à en vendre en France, mais une bouteille de Lagavulin 16 ans, ça coûtait à l'époque 500 francs. hmm, Et 500 francs dans les années 80, c'était vraiment, vraiment un gros budget. Puis après, le développement de la marque, la demande a fait que c'est parti en grande distribution. Et ironie du sort, aujourd'hui, ça sort de la grande distribution parce que la demande mondiale est forte et qu'on crée de la valeur sur le produit. Et ces fameux classiques malt, en fait, ils avaient vocation. On était véritablement dans le discernement, c'est-à-dire cette catégorie d'exploration où justement on allait en fait calquer un petit peu l'esprit des AOC françaises, Bourgogne, Bordeaux, Alsace, Vallée du Rhône, etc., pour faire simple. On allait calquer ça sur les whiskies en disant, voilà, vous avez des traditions, des modes de fabrication et des profils de whisky propres à chaque région d'Écosse. Et en fait, ça a très très bien marché dans les pays européens, notamment dans les pays d'AOC, parce que le duplicata s'est fait immédiatement et les gens étaient vraiment dans la découverte, dans la recherche, à passer d'une région à une autre, en fait. Et ça a été un succès monstre et ça a été une des locomotives me semble-t-il, enfin j'en suis même sûr, ça a été vraiment une des locomotives, aussi bien sur les circuits que sont les cavistes, que la grande distribution, parce que ça a offert vraiment un voyage aux gens. Voilà, ok. et un voyage fléché. Donc, et là, voilà, cas typique, si tu veux, on était vraiment quand même dans des produits qui étaient extrêmement axés sur le discernement et la catégorie, et sortait quasiment pas de la catégorie, quoi. Voilà. Et d'ailleurs, c'est une très belle transition sur comment se déroule le développement d'une cave à whisky, au final, de la sélection des produits à l'importation exclusive de certaines marques. Alors, c'est 2 métiers totalement différents. C'est-à-dire que nous en fait, notre structure en fait consiste en trois unités. On a vraiment le retail avec le site internet et la boutique. Ensuite, on a vraiment tout ce qui est logistique, importation, distribution de marques, qui inclut nos marques et les marques dont on est importateur, plus des marques qu'on va travailler pour d'autres, hein. On a notamment pour le CHR, on va travailler par exemple avec BIM, qui est un nouvel acteur à part entière aujourd'hui en France. Et donc, nous, on va aussi bien vendre nos produits à des hôtels ou des restaurants à Val d'Isère ou à Calais. Ok. Et en fait, et notre troisième activité ensuite, ce sont nos marques propres. Voilà, donc là, tu montres Bristol, ça c'est une marque dont nous sommes l'importateur. Et après, on a nos marques propres qu'on traite à part, puisqu'elles ont évidemment vocation à s'exporter. Sur la partie cave, l'offre aujourd'hui est pléthorique, ce qui facilite un petit peu les choses et en même temps la rend plus difficile parce qu'il faut être extrêmement sélectif. Donc nous, on a un positionnement. C'est vraiment le positionnement de notre maison, c'est d'être sélectif, c'est-à-dire continuer à trouver des produits, à les sélectionner et à se priver du reste, quoi. Hein, c'est-à-dire, je sais plus qui est la formule, mais choisir, c'est se priver du reste. Je crois que c'est André Gide, mais je suis pas sûr. Et là, c'est exactement le cas. C'est-à-dire qu'à un moment, on va prendre des positions qui seront tranchées, mais au moins, on est sûr de faire plaisir à nos aficionados. Hmm. On va peut-être en décevoir certains qui vont se dire pourquoi vous avez pas ça. Je te cite une catégorie sur laquelle moi je me bats avec mon équipe, c'est les rhums arrangés par exemple. Je trouve pas que ça soit de grands produits. Je peux me tromper et surtout j'accuse personne. Et si ça se trouve il y a des niveaux d'excellence importants, mais j'ai pas
je considère que c'est pas une grande catégorie d'alcool. Et donc, on se prive de ça. Alors évidemment, une fois par jour dans la boutique, il y a quelqu'un qui rentre et qui nous dit, vous avez du rhum arrangé. Et bien On peut non. pas plaire à tout le Voilà. monde, hein. C'est Voilà. sûr. Et donc, en même temps, on a on a Orsine, on a encore des vieux embouteillages indépendants qu'on aime beaucoup, comme Wilson et Morgan, Fabio Rossi, l'italien. On a les Berries Brothers qu'on aime beaucoup, donc la maison britannique qui fait toujours de très grands produits. Et en fait, tous les gens qui nous achètent ça et qui se déplacent de très loin pour certains pour venir nous les acheter, on sait très bien que le jour où on va mettre un rhum arrangé, ils vont se dire mais ils déconnent complet quoi. Qu'est-ce qui Mm. leur arrive? Voilà. Et donc on préfère garder, je caricature tout ça, mais on préfère se priver peut-être de certaines choses, de certains produits, de certains positionnements, euh, Ouais, pour rester dans ouais, notre, pour rester bon, c'est typiquement haut de gamme, hein, au final. oui voilà. Alors c'est pas, alors c'est niche en tout cas, c'est haut de gamme. Euh, Avec cette idée quand même, cependant, on parlait, dans la dernière question du quiz que tu m'as posée, je me rappelle plus de la formulation, mais sur des produits accessibles. Mm. Et pour nous, moi je viens d'une autre génération. Et pour nous, c'est essentiel que ça reste des produits accessibles. Et c'est ce qui nous irrite beaucoup. Enfin, on en parle avec mon équipe. On en parlait. On a fait un- un masterclass au salon avec mon père là-dessus. Euh, Nous, on connaît le prix, on connaît le vrai prix réel du whisky, en fait. On sait ce que ça coûte du whisky à la sortie d'un alambic, et on sait la valeur ajoutée que ça peut présupposer sur 5 ans, 10 ans, qu'il s'agit d'une distillerie méconnue ou une distillerie comme Macallan. Et le succès, je pense, d'origine du whisky, en tout cas en France, tout à l'heure, je parlais du côté appellation qui se collait sur les différents territoires écossais. La vraie raison du succès du whisky en France, c'était le niveau de qualité extrême des produits il y a 20 ou 30 ans, quand les gens, la génération actuelle qui a 50 ans, s'est mis à boire du whisky. Et là, on avait, pour les citer, je pense notamment à Gordon and MacPhail, dont mon père était l'importateur, euh, le, le niveau des blends, on en a encore plein qu'on a gardé en stock, le niveau des blended à 25 euros ou à allez, 22 euros la bouteille était tout bonnement indestructible et incroyable. Voilà. J'ai une espèce de bouteille d'un litre 5 d'un whisky qui s'appelle le Old Hornez, qui est une vieille bouteille un peu kitsch. Et dedans, c'est du Highland Park peut-être à 70%. Et c'était une bouteille qui valait, enfin l'équivalent de 70 centilitres, ça coûtait peut-être 20 ou 25 euros. Et c'est des whiskies d'un gras, d'un moelleux, un peu old school, qui sont, mais tristement par rapport à ce qui se propose dans beaucoup de cas aujourd'hui, absolument imbattables. Mm. Et le succès du whisky écossais vient, je pense, de ça. C'est-à-dire des niveaux de qualité minimum quand on. Moi, je me rappelle mon père qui conseillait des gens, était capable de parler 1 heure d'un whisky à 20 euros parce qu'il avait en face de lui un auditoire qui semblait intéressé et il leur expliquait pourquoi c'était un produit merveilleux. Il prenait le temps de le faire. Et aujourd'hui, ces gens-là ont 15, 20, 30 ans de plus et ils sont. Ils se rappellent de cette époque et ils savent pourquoi ils ont plongé dans cet univers aussi merveilleux qu'est le whisky, quoi, en fait. Voilà. Ouais, c'est hyper intéressant. Et oui, après, maintenant, il y a beaucoup de. On est dans un nouveau monde, donc il y a beaucoup de bouteilles qui coûtent très cher, et notamment Oui, tout le marketing derrière Octomore, parce que c'est soi-disant le plus tourbé du monde, mais la tourbe, elle s'arrête au bout d'un moment dans le palais, donc ça sert limite à rien. Donc oui, il y a plein de choses comme ça où les produits coûtent hyper cher. Et après, bon, ils sont très bons, hein, mais on se demande s'ils oui. valent vraiment leur prix, quoi. Bah, après, si tu veux, c'est comme, voilà, c'est comme les premiers grands crus classés de Bordeaux, il y a longtemps qu'ils sont déconnectés du réel. Mais en réalité, le, le, le petit plus qu'ils ont en plus justifie un écart de prix, sauf que cet écart de prix est devenu délirant. Hmm. En fait, parce que la mondialisation, l'enrichissement général du monde, la démographie fait que beaucoup plus de gens sont capables de pouvoir mettre une fortune là-dessus. Donc, je vais appeler ça ce petit supplément d'âme, euh, et beaucoup de marketing derrière, mais en tout cas va justifier cette différence de prix qui peut exister. Mais tu vois, au salon, moi c'est vrai que j'en ai regoûté un d'Octomore, ça reste quand même des produits fantastiques. Ah bah c'est excellent, Euh, hein, ça c'est sûr. voilà, et c'est vrai que nous, sur le positionnement d'Orsine, on essaye en tout cas de jouer sur les deux tableaux, on a des bouteilles qui sont très onéreuses, mais vu que nous, on fait tout le travail, c'est-à-dire qu'il y a une grande partie des whiskies qu'on achète, on les achète à année zéro ou des whiskies qui ont que 2 3 ans. Donc, on fait les 5 6 8 10 ans de vieillissement nous-mêmes.
Ce qui nous permet de proposer des produits encore à des prix, je vais dire globalement accessibles. Alors il y en a évidemment qui sont à 2, 3, 400 euros, Donc si on revient mais un on a, petit peu en arrière, en tant que ton métier, au final, d'embouteilleur indépendant, tu vas oui, sélectionner des bouteilles, des fûts, des fûts. des fûts, ok, et tu vas décider d'en faire vieillir certains, de... Alors, le marché du bulk, en fait. Le bulk, c'est le whisky en vrac tel qu'on va le trouver. Alors, dans le monde entier, parce que ça se trouve aussi bien aux États-Unis qu'en Irlande ou en Écosse. Le bulk, en fait, c'est une matière première. Les distilleries, en fait, ce qu'il faut surtout bien, bien comprendre, et c'est un modèle qui est un peu unique et un peu à part, c'est que le, le whisky qu'on va utiliser, on va prendre une distillerie comme Kaolila, par exemple. Le Kaolila était un whisky qui servait exclusivement à fabriquer les whiskies de chez Diageo et notamment à fabriquer du Johnny Walker. Donc, la prochaine fois que vous consommerez, chers auditeurs, un Johnny Walker, je ne cherche pas à en faire la promotion, même si j'en ai pas mal parlé, parce que c'est une marque sur laquelle j'ai beaucoup plus appris. C'est en travaillant sur Johnny Walker que j'ai compris les maltes D'accord? que je pensais avoir compris. Et en fait, c'est quand tu travailles dans les blends que vraiment tu progresses le plus parce que c'est le plus difficile. C'est le métier de la fabrication des blends et vraiment l'exercice le plus délicat, le plus difficile. Bref, euh, le, si on prend Kaolila, il faut bien comprendre que euh, l'objet historique qui a permis la survie de la distillerie, c'était avant tout de donner la pointe fumée que tu as dans tous les Johnny Walker. D'accord. Donc même si tu n'en mets que 1 centilitre, 5 centilitres par bouteille, évidemment par rapport au nombre de bouteilles produites, ça fait des volumes gigantesques. Ensuite, on s'est rendu compte que Kaolila était un très bon whisky intrinsèquement. D'accord. Mais la distillerie ne produisait pas sous son étiquette le whisky, en fait. Donc si tu en voulais, tu étais obligé d'aller chez les embouteilleurs indépendants qui achetaient chez Kaolila, à la distillerie, qui Mhm. achetaient et qui allaient faire vieillir eux-mêmes le whisky, tout simplement. Okay. Et ensuite, évidemment, la troisième étape, c'est qu'à un moment, Kaolila, on s'est rendu compte que c'était une distillerie qui était déjà demandée du fait des embouteilleurs indépendants. Et Diageo, un jour, a décidé de commercialiser la marque Kaolila. Alors moi, j'ai connu ça en France. Et je discutais avec tout le team marketing à l'époque, et ils me disent, mais c'est formidable, on fait des volumes incroyables alors qu'on vient de démarrer la marque Kaolila. Et moi, j'arrêtais pas de leur dire, mais pas du tout. La marque Kaolila, des maisons comme celle de mon père en vendent depuis 20 ans. Donc tout le travail qui a été fait en tant qu'embouteilleur indépendant pour faire découvrir Kaolila a rejailli sur la marque le jour où a été lancé. Donc si je me résume bien, il y a 3 niveaux, d'accord. Il y a vraiment le haut de la pyramide où il y a un peu de Kaolila pour les embouteilleurs indépendants. Ensuite, il y a la marque Kaolila et ensuite il y a le Kaolila qui va être utilisé chez Johnny Walker. Si la demande est trop forte, on va utiliser d'autres whiskies au même profil pour les assemblages et on va supprimer Kaolila de l'assemblage de Johnny Walker. Mais ça reste une priorité. On va souvent commencer par la fin. La valorisation va être beaucoup plus importante si on commercialise des bouteilles de Kaolila toutes seules. Ça rapporte beaucoup plus au groupe. Et le dernier étage, pardon, c'est nous, les embouteilleurs indépendants, si la distillerie accepte de continuer à nous donner du whisky. Manque de bol pour les gens comme nous. Si je dis pas de bêtises, en 2000, je ne me rappelle plus de l'année, mais je crois que c'est 2020 ou 2019, Kaolila a annoncé qu'elle arrêtait de fournir aux embouteilleurs indépendants du whisky. Mhm. Voilà. Parce qu'ils ont besoin des volumes, parce que Kaolila est demandé en Asie, Kaolila est demandé aux États-Unis, et malgré la force de la marque, ça reste des productions totalement anecdotiques. C'est pas des grosses productions. Alors même si on raisonne en millions de litres, ça fait pas beaucoup de bouteilles. Contrairement à ce qu'on imagine, c'est totalement résiduel. Voilà. En tout Et cas, donc voilà, c'est... on a cette espèce de pyramide avec cette matière première qui peut servir à 3 niveaux. Alors après, il y a 2 marchés sur les fûts. C'est qu'en gros, soit tu achètes du bulk, c'est-à-dire du whisky, ce qu'on appelle le New Make Spirit, c'est-à-dire le whisky à sa naissance. Donc là, tu achètes et tu vas pouvoir conditionner le whisky tel que tu le souhaites. Donc nous, par exemple, il y a quelques jours, on a récupéré des fûts. Enfin, on a récupéré du vrac qu'on a mis dans des fûts de Woodford. Donc Woodford est une distillerie de Brown-Forman. Et on a acheté des fûts de Brown-Forman tout beaux qui arrivent tout juste des États-Unis, qui viennent d'être vidés. Et et dedans, on a mis un whisky de chez Diageo qui s'appelle le Mannock Mort et qu'on va faire vieillir dans ces beaux fûts. Donc, c'est des fûts de Bourbon, ils sont très actifs. Donc, je simplifie volontairement, mais en gros, on va avoir dès l'âge de 6-7 ans, on va avoir quelque chose de très riche. Ce côté vanille, coco, amande, fruits frais que va apporter le Bourbon sur une eau de vie elle-même qui est très fine et très légère, assez structurée. Et donc, on sait que dès 6, 7, 8 ans, on aura quelque chose qui sera très joli. Donc, dans 8 ans,
on arbitrera, on dira qu'est-ce qu'on fait, on les embouteille maintenant, on les garde un peu plus en fonction des niveaux de maturité et du type de fût qu'on va utiliser. Donc, ça, c'est la première piste du whisky très jeune. Mhm. Deuxième piste, des whiskies beaucoup plus vieux, où là, on va acheter à maturité. Voilà. C'est-à-dire que tout d'un coup, on a des gens comme nous. Alors moi, par exemple, j'ai par exemple des fûts de Buna à Ben. J'en ai pas mal. Et eh bien, je vais jouer avec d'autres gens qui vont me dire, Pierre, je sais que tu as des fûts de Buna à Ben. Moi, j'ai des fûts, par exemple, d'un whisky que nous, on aime beaucoup, des fûts d'Okantoshan. Et en fait, on va faire des échanges. Voilà. Et là, par exemple, j'ai récupéré de l'Okantoshan qui était déjà à maturité, que j'ai échangé contre des fûts de Buna à Ben parce que j'ai un peu plus de fûts de Buna à Ben et moins de fûts d'Okantoshan. Et au Voilà. final, Bunnahabhain, c'est considéré comme une marque en soi ou ça reste une distillerie ou Oui, oui, c'est une marque à part entière. Ouais. Oui, oui, c'est une Et très belle marque, mais qui, elle, n'est pas. Alors, le Buna n'est pas utilisé pour les assemblages, enfin, sauf erreur de ma part, où il l'est plus en tout cas. Et donc, les seuls volumes de Buna qu'on peut trouver sont commercialisés en tant que Buna. Voilà. ok, ouais, donc j'allais te C'est un demander si vous exemple, faisiez hein. des assemblages et au final, il y a certaines distilleries qui acceptent ou non que leur whisky soit assemblé avec d'autres. Alors, on peut assembler. C'est ce qu'on a fait. Alors, c'est un autre sujet, mais c'est Kirk and Bright, par exemple. On a assemblé 2 maltes. Mais en fait, on a fait une proportion très réduite. C'est-à-dire qu'on a fait quasiment un 90-10. Et en fait, les 10% ont apporté un côté. On était sur des fûts de premier remplissage de Bourbon qui étaient très vanillés. Et donc, pour apporter un peu de patine, un whisky qui était plus végétal, on a mis un tout petit peu de fût qui était plus marqué par le côté vanillé. Je simplifie volontairement, Hmm, hein, mais voilà un peu l'esprit. Mais ok. sinon, non, on travaille beaucoup plus sur des single casques, donc des fûts uniques. Par exemple, le Manok Mort, bah, en fait, on a rempli une vingtaine de fûts, et en fait, on va pouvoir arbitrer de façon différente. C'est-à-dire que on va, par exemple, en commercialiser peut-être dans 4, 5 ans, 6 ans, on va en commercialiser peut-être 5 qu'on va assembler à 5. On va les goûter tous les 5, on va regarder s'ils sont à peu près uniformes, et s'ils ont déjà un goût très gourmand, très marqué, on se dit, bah tiens, pour Noël cette année, aussi bien pour notre réseau national que pour notre boutique et notre site internet, eh bien, on va arbitrer d'en embouteiller 5 qu'on va assembler. Voilà. Mais Ok. par contre, il y a peut-être d'autres Manok morts qu'on va garder 8 ans ou 10 ans de plus, ou qu'on aura peut-être dans 20 ans ou 30 ans. Si je suis toujours là, c'est peut-être moi qui les embouteillerai à ce moment-là. Ça marche. Voilà. Donc en fait tous les étés, nous en gros pour la rentrée, on va arbitrer dans nos stocks et faire des choix entre des choses qui sont à maturité, d'autres où on va peut-être les changer de fût si on les trouve un peu faibles. Et malheureusement, et ça c'est le plus difficile pour nous, c'est que on va revendre des fûts qui sont peut-être pas de niveau. Voilà. Je citais cet exemple dans le masterclass l'autre jour. On a vu des fûts de Kaolila. Alors c'est bien mon drame parce que c'est un whisky qu'on trouvera plus, qui ont pris de l'amertume. On ne sait pas pourquoi. Pendant le Covid, on n'a pas eu trop l'occasion de goûter certains fûts. Et en fait, ils ont en même pas une année, ils ont pris des notes d'amertume trop marquées, hein. L'amertume, c'est pas un défaut dans le whisky, mais à ce niveau-là, ça l'était. Ok. Et en fait, bah, c'est des fûts qu'on avait achetés à l'époque, enfin, qui avaient déjà 5, 6 ans. Et en fait, bah, on les a revendus en vrac à un prix bien plus faible que. On les a payés un prix, on les a gardés 5 ans et on les a revendus à un prix très faible pour s'en débarrasser. Voilà. Donc ça, c'est le vrai travail de l'embouteilleur indépendant. Voilà. Et D'accord. qui est pas toujours très drôle, malgré le fait que globalement, on a des niveaux de qualité relativement élevés, mais on n'est jamais à l'abri d'une erreur. Voilà. Et du coup, Mais le côté un peu plus fun, c'est le fait de décider de lancer sa propre marque. On peut parler de vos marques si tu veux bien, oui, alors pour bah, en enchaîner. fait, oui, pardon. Alors effectivement, Orsine, en fait, alors moi j'étais toujours chez Moët Hennessy, mais on a commencé avec mon père. J'avais pour plan de le rejoindre un jour. Et en fait, on a euh, très précisément à la fin des années 2010, enfin de 2008-2010, en fait, les stocks ont commencé à se tendre en Écosse. La demande a commencé à monter, il y a eu la crise financière qu'on a connue, et en fait, comme je te l'ai dit tout à l'heure, les distilleries réduisent leur production immédiatement, même si, paradoxalement, enfin ce qui peut paraître idiot, puisque le produit va être commercialisé 15 ans plus tard ou 10 ans plus tard. Donc on se dit pourquoi, alors qu'il y a une crise, baisser la production d'un produit qui se commercialisera plus tard. En fait, c'est simplement lié au fait que tu vas faire des économies de personnel, d'énergie, de transport immédiat. En Ouais. fait, c'est uniquement lié à ça. Sachant qu'on est sur des échelles énormes, hein. Tu as plus de 20 millions de fûts en stock en vieillissement en Écosse, donc ça fait c'est des charges qui sont très très lourdes aussi bien pour des petites unités familiales que pour des grands groupes. Euh,
Et en fait, ce schéma-là fait que tu vas progressivement en fait jongler entre des stocks qui vont être relativement âgés, relativement vieux. Je sais plus ce que je disais, pardon. J'étais sur ah oui, sur les marques. sur les marques. Et en fait, à partir des années 2010, en gros, on a commencé à acheter des fûts. Alors les prix étaient très faibles à l'époque, hein, parce que ça intéressait pas personne, ça intéressait personne pour une simple et bonne raison, c'est que il y avait énormément de disponibilité à des prix pas chers chez les autres. Donc c'était très facile d'avoir pour les citer, hein, Signatory, Gordon MacPhail notamment, c'était Wilson et Morgan par exemple, ou même Berries. C'était quand même facile d'avoir des très grands whisky à des prix pas chers parce que depuis 15-20 ans, la production avait été beaucoup trop importante. Donc passe la crise. Et en gros, on se retrouve sur les années 2008, 2012, 2013 avec des stocks qui vont être un petit peu plus faibles en production en Écosse. Ok. Et la raréfaction commence à se faire et certaines distilleries commencent progressivement à annoncer qu'elles arrêtent plus ou moins de vendre du bulk. Voilà. Et ça va arriver au fur et à mesure des années. Alors, Beaumort, c'était un peu plus tôt. Y en a eu plein d'autres comme ça. Bon. Et donc, progressivement, il y a une raréfaction. Et donc, pour faire face à ça, je me suis dit qu'il fallait commencer à acheter des fûts en prévision d'une pénurie potentielle. Voilà. Mais à Donc, l'époque, tu penses pas aujourd'hui, faire ta propre marque. ah si, si, Ah totalement. si, Alors, ok. en fait, alors non, je pars d'un jugement de marché. Je Hmm. pars d'un événement simple que je constate entre 2008 et 2012, puisque moi, je suis chez Diageo encore à l'époque, et j'ai une vraie vision de ce qui se passe, et je vois la demande qui continue à augmenter, et les distilleries enfin, on a deux courbes qui se rejoignent pas, si tu veux. On a une courbe qui est linéaire et une qui est plutôt exponentielle. Donc, la production va pas suivre et l'effet va se ressentir un petit peu plus tard. Donc bref, on se met à acheter petitement, modestement, on commence à acheter des fûts. On reste de toute façon une maison familiale avec des petites quantités, hein. On n'a pas des milliers de fûts en stock, tu l'imagines bien. Mais en tout cas, on a de quoi vivre pour pouvoir les proposer à nos clients. Euh, et en fait, on va constituer progressivement des stocks. Et les premières sorties, si je dis pas de bêtises, commencent en 2014. Voilà. Ok. Où là, on va avoir un mix de fûts qui sont quasiment tous achetés, mais qui ont déjà 3, 4, 5 ans quand on les achète. Et en fait, dès 2012-13, on commence à acheter des fûts qui sont pour le coup très jeunes. Voilà. Et donc, bah, les stocks se constituent progressivement. Alors on apprend à savoir où les localiser, à les rassembler, à pouvoir les tester facilement, à essayer de trouver des solutions pour changer de fût ou pour accroître la qualité du bois. Alors j'apprends aussi avec des vieux de la vieille, hein, qui sont des gens qui m'expliquent comment ça fonctionne. J'aime toujours cette anecdote, mais voilà, on va dans un entrepôt, il y a des vieux fûts de Kleinisch, et en fait, les personnes avec qui je suis prennent un trousseau de clés pour gratter le nombre de couches de peinture qu'il y a tu sais, le haut du fût pour savoir, pour avoir une idée approximative du fût et surtout du nombre de fois où il a pu être utilisé. Hmm. Voilà, pour savoir s'il a encore un peu de patate ou s'il est complètement cuit, quoi. Voilà. Ok. Donc c'est un véritable enjeu. Mais voilà comment s'est créé Whisky Lodge. Et après, bien sûr, on a travaillé à en faire une véritable marque qu'on avait associé à Whisky Lodge et en fait qu'on cherche plutôt à dissocier pour qu'elle vive de ses propres ailes, mais sachant, si tu veux, qu'on sera toujours limité, qu'on a de la demande à l'étranger et qu'on ne pourra pas toujours la fournir pour une simple et bonne raison, c'est que on est mécaniquement limité par les Écossais parce que ils ne vendent plus les stocks tels qu'ils les vendaient ailleurs. J'en veux pour preuve, si tu veux, qu'en gros, tous les embouteilleurs indépendants, ce sont tous les vieux, les historiques, se sont tous tournés vers la production eux-mêmes de whisky, qu'ils ont leur propre distillerie. Et par exemple, Gordon MacPhail, qui est vraiment l'embouteilleur historique emblématique en Écosse, va arrêter l'embouteillage indépendant dans les années qui viennent. Voilà, ils l'ont annoncé. Alors évidemment, ils ont des stocks très importants, fantastiques, et donc ça va prendre un petit peu de temps. Mais voilà, ils vont miser sur leur propre distillerie et le développement de leur distillerie, quoi. Ok. Au salon, tu avais Ben Romac, par exemple, qui est leur whisky. Et, euh, et à terme, c'est un peu triste, mais à terme, ils risquent de mettre fin à ça. Et Voilà. si on revient un petit peu sur les produits, donc sur Orsine, là on peut voir la bouteille si vous nous suivez sur YouTube. En termes d'ADN de marque, alors tu vois, pour moi c'est étrange. Alors le visuel je le trouve cool, la texture d'étiquette elle est cool aussi, Mhm. mais je te demandais tout à l'heure si Bunnaben c'était une marque ou plutôt une distillerie, parce que là au final vous avez votre propre marque Orsine sur le packaging avec une autre marque en dessous qui est Bunnaben. Donc, pour un client, alors
peut-être un client avisé, il connaît, il sait faire la différence. Mais pour quelqu'un qui n'y connaît rien, c'est pas un petit peu étrange visuellement de voir deux marques sur une même bouteille? Sauf si c'est une collab. Totalement, totalement. C'est une aberration, en fait. C'est une aberration d'un point de vue, d'un point de vue marketing parce que je caricature à souhait. C'est comme si tu avais la marque Coca-Cola qui laissait d'autres gens embouteiller Coca-Cola en précisant que c'était le Coca-Cola fabriqué par telle personne en Bah France. ouais, c'est Voilà. clair. Ou affiné par une personne en France. C'est un peu une aberration. Euh, Encore une fois, c'est lié à la mécanique pyramidale que je t'ai expliqué. C'est-à-dire que le whisky, c'est un produit, c'est comme un paquebot, quoi. C'est-à-dire ou un cargo. Quand tu mets un coup de barre au milieu de l'Atlantique pour le faire tourner, il va mettre un temps de dingue entre le moment où tu as mis le coup de barre et le moment où il va prendre sa nouvelle direction. Dans le whisky, et c'est vraiment le plus important à comprendre, mais on a évidemment la même chose dans le cognac ou l'armagnac en France. On est sur des temps extrêmement longs. Et donc, il faut réguler des stocks. Et donc, à certains moments, tu vas avoir besoin de liquider tes stocks parce que tu en as trop. Et donc, tu es très heureux de retrouver les embouteilleurs indépendants. À d'autres D'accord. moments, tu vas avoir une demande chinoise, américaine ou que sais-je qui va être trop importante. Et là, tu vas inverser la tendance, tu vas tarir tout et privilégier tes clients avec ta marque directe. Ce qu'il faut bien comprendre, je cite cet exemple très volontairement parce que les gens ne le comprennent pas, il est très grossier. Euh, il y a je sais plus, 2, 3, 4 ans, un whisky de chez Lidl a été élu meilleur whisky du monde. Je sais pas si tu te rappelles de ça. Enfin bref, Non, j'ai pas vu meilleur passer. whisky. Bon, j'ignore la légitimité et je la juge pas du jury. Je sais même pas qui c'était. Enfin bref, on s'en fiche. Mais le whisky était très bon. Et je l'ai goûté, effectivement, il était plutôt très bon. Et, euh, et en fait, une très bonne illustration. C'est-à-dire que c'était, si je dis pas de bêtises, un whisky qui vient de chez Diageo qui s'appelle le Haut-Kreusk. Et ce qui s'est passé, donc c'est un whisky qui sert beaucoup à l'assemblage, mais la marque est commercialisée en tant qu'Haut-Kreusk. Enfin, c'est encore plus compliqué, ça s'appelle Singleton of Haut-Kreusk, mais bref, c'est commercialisé comme tel. Et en fait, ce whisky-là, eh bien, Diageo l'avait mis dans des fûts. Alors des fûts beaux, moyens, très beaux, et il y avait peut-être 1000 fûts. Et en fait, Diageo, en vendant un embouteilleur indépendant, ou un grossiste, en fait, a peut-être vendu 500 fûts. Et dans les 500 fûts, elle savait peut-être même pas ce qu'elle vendait, la maison mère, mais elle a lâché 500 fûts d'un coup. Et dans les 500, le fabricant enfin le broker qui a racheté ça, eh bien lui, pour faire une marque quelconque de distributeur chez Carrefour ou chez Coop en Suisse ou chez je ne sais quelle chaîne de supermarchés en Europe ou dans le monde, en fait lui a revendu 200 fûts de Haut-Kreusk, sans même savoir que c'était du Haut-Kreusk. Hein. C'était peut-être même pas écrit sur le, enfin c'était peut-être écrit sur les fûts, mais à part l'embouteilleur à Glasgow dans un entrepôt, personne n'a vu que c'était du Haut-Kreusk. Et donc le lot est parti comme ça. Et il s'est trouvé que le lot était peut-être très beau parce que c'était peut-être des fûts magnifiques. Alors bon, attention, chez Diageo, ils savent trier, mais il se trouve que dans le lot, eh ben voilà, il y avait peut-être 20, 30, 50, 100 fûts qui étaient tout à fait exceptionnels. Et le lot est parti chez Lidl. Et Lidl le savait même pas parce que eux ils achètent en marque repère comme n'importe quelle marque repère. Ils Hmm. savent juste que ça vient de telle usine ou à peu près ou tel fournisseur. Ils en savent pas plus. Ils ont un code embouteilleur et ça s'arrête là. Et donc ça illustre totalement cet exemple. Si tu veux, le fait que ton whisky va aussi bien être vendu comme single malt, comme produit d'assemblage et comme bulk, aussi bien pour des embouteilleurs indépendants comme nous, alors évidemment, on va faire tout le travail de sélection, que une matière première qui va servir totalement en vrac sur un lot spécifique et qui peut se retrouver très bon ou très mauvais. Donc On là, est chez bien d'accord. Orsin, on achète votre expertise aussi. En fait, Alors c'est ça? nous en fait, chez nous, vous achetez notre sélection si on a peu fait vieillir les fûts et qu'on les a achetés tels quels, ce qui peut arriver, ce que je disais tout à l'heure, ou au contraire, si on a fait tout le travail de vieillissement, je te parlais de mes Mannock morts qu'on a passé en fûts de Bourbon, donc des fûts comment s'appelle, de Woodford, je sais que là, par contre, j'ai 9 chances sur 10 dans 8 ans d'avoir un résultat magnifique. Mais on va les contrôler, on va les goûter plusieurs fois dans l'année, on va s'assurer que tout va bien. Voilà. Et surtout, nous, on est sur des toutes petites échelles.
Donc, on n'a pas des dizaines de milliers de fûts à goûter tous les ans pour savoir s'ils sont bons. Donc nous, physiquement, on sait où se trouvent les fûts. On peut aller dans la distillerie, on va les appeler, ils vont nous envoyer des échantillons et on va décider soit de les revendre s'ils sont pas bons, soit de les faire vieillir plus, etc. Enfin, les fameux arbitrages dont je te parlais tout à l'heure. Voilà. Donc dans le choix Et du donc, packaging design, au final, là, sur Orsine, il est plutôt neutre. Est-ce que c'est une volonté de mettre plus en avant justement la maison ou la distillerie que vous sélectionnez, ou est-ce qu'il y a une autre idée dans l'identité de marque? Alors, il y a les deux, c'est-à-dire que, alors, faudrait plutôt demander au designer lui-même, mais c'est vrai que on a voulu. Alors, il y a deux choses. Il y a d'abord le fait que, évidemment, d'un point de vue purement marketing, visuellement, il fallait qu'on puisse se distinguer. Donc ça, c'était un effet très important pour nous parce que il y a vraiment pléthore de marques. Ouais. Aujourd'hui, nous, je crois que, alors je sais plus sur le site, je suis incapable de dire qu'on a on a de produits aujourd'hui, mais on doit avoir 2500, 3000 produits à peu près. Bon, il y a pas que du whisky, hein. Bon, bref, il y a du rhum, du gin, etc. Mais il y a quand même beaucoup de whisky. Donc, on a un problème de différenciation, de sortir des codes classiques avec une iconographie extrêmement riche, hein, qui est le propre, si tu vas chercher une étiquette d'Aberlour, une étiquette de Glenfiddich, une étiquette de ce qu'on appelle les fauna flora de chez Diageo, il y a des bestioles partout, il y a toujours des cerfs, il y a 3, 4, 5 typos qui sont mises. Bon, donc là, on a pris le contre-pied absolument inverse. Voilà. Ensuite, le deuxième aspect, sur l'aspect purement technique, il y a le coton, qui pour nous est une galère sans nom parce que c'est quelque chose de très très compliqué à mettre en place. Il n'y a aucun process industriel, mais là on y est quasiment, enfin industriel entre guillemets, mais vu les quantités. Mais c'est très compliqué à travailler ces étiquettes, c'est très compliqué à imprimer. Et donc voilà, on a pris un contre-pied. Évidemment, le côté épuré allait beaucoup dans le style de ce qu'on cherche. C'est-à-dire que là, je sors du marketing, je reviens à l'aspect purement dégustatif. C'est-à-dire que nous, on essaye toujours de valoriser le whisky tel qu'il était dans l'alambic d'origine, quand il est sorti de l'alambic. C'est-à-dire que bien sûr, le bois va apporter un travail énorme, mais caricaturalement, le bois peut transformer ton whisky et faire que le goût final, c'est 70% du bois ou 20% seulement. Voilà. Tout à l'heure, je te citais le Kleinisch. On a des fûts de Kleinisch qui étaient très vieux, très usés. On a pris un risque dessus parce qu'ils auraient pu s'abîmer, mais il y avait quasiment pas de tanin. Voilà. Donc c'est des whiskies qui quand on les a embouteillés, ils avaient 22 ou 23 ans. Donc là, rebelote, exemple de whisky qui ne sont plus distribués, enfin la maison mère ne donne plus de vrac aux embouteilleurs indépendants. Et les derniers fûts qu'on a pu acheter, effectivement, il y avait très peu de bois. Donc le résultat final, c'est vraiment le Kleinisch tel qu'il sort de l'alambic avec 20 ans où le bois a juste apporté un tout petit peu de tanin, mais a surtout permis de faire sortir de l'alcool et faire rentrer de l'oxygène. Voilà, et assurer vraiment un rôle de transfert entre l'oxygène et l'alcool par le bois. Et donc là, tu prends beaucoup plus de risques parce que le bois apporte très peu. Et s'il apporte trop peu, ça peut te faire des whiskies totalement fades. Tu vois Ok, le. ouais, je vois. Ouais. Alors, à l'inverse des fûts de Manocmore que j'évoquais tout à l'heure, alors ceux-là, c'est des premiers remplissages, c'est-à-dire que le fût de Bourbon arrive directement des États-Unis, ça va être la première fois qu'on va les remplir avec du whisky écossais. Et là, évidemment, il va y avoir énormément de tanins, donc tout ce côté vanille, fruits frais et compagnie qui va forcément sortir. En tout cas, il y a Donc, une ADN bien apothicaire. C'est ce que je ressens quand. Voilà, alors c'est un peu ça, c'est-à-dire que nous on cherche, et c'est pas pédant du tout, mais vraiment on cherche la pureté, on cherche ce qui est direct, on cherche que de la finesse, c'est-à-dire que parfois on va sacrifier la gourmandise au profit de la finesse. Alors, est-ce qu'on peut passer sur votre deuxième marque, au final, une marque Oui, je t'en prie, pardon. un peu plus punk, qui va beaucoup plus me parler, du coup. Kirk and Bright, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce produit? Pourquoi cet ADN de marque? Pourquoi c'est ce côté un peu fun et disruptif dans le whisky? Alors, très simplement, en fait, on est sur une analyse marché très simple, c'est que en gros, dans notre univers, une partie du whisky, du fait on n'a pas attendu le Covid et l'inflation en fait. C'est-à-dire que c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. À partir à partir des années 2015-2016, l'effet dont je parlais entre 2008 et 2013 va se ressentir à partir de 2015-2020, où les prix vont fortement augmenter parce que la demande augmente et que la production qui arrive disponible de whisky qui ont 8 ou 10 ans est pas forcément suffisante. Donc on a déjà naturellement, en gros depuis 2017, 2018, 2019, on a une vraie inflation sur les prix. Et parallèlement,
on va se prendre en plus la claque du Covid qui fait que, étant donné qu'on a quand même sur des whiskies, le poids du verre, de l'étiquette, du bouchon et ainsi de suite pèse beaucoup, c'est des produits qui sont relativement chers à fabriquer, eh bien, on va se prendre un double effet d'inflation. Donc, toutes les grandes maisons, en fait, vont miser, soit là on reste vraiment marché, hein, soit on va rester sur des produits entre 20 et 30, 35 euros, on va dire 20 et 30 euros en grande distribution où ça bataille beaucoup et c'est des guerres de volume et des guerres de prix. Mhm. Parce qu'il faut bien écouler les stocks et que c'est l'endroit où tu vas en vendre le plus, évidemment. Et ça, c'est valable pour le monde entier. Et de l'autre côté, une volonté de création de richesse, où en gros des whiskies qui valaient entre 40 et 50 euros, tels qu'on les a vendus pendant 20 ou 30 ans chez Whisky Lodge, ces whiskies-là se retrouvent à 60 ou 70 euros. Je parle prix consommateur, hein. Et donc, évidemment, les gens, pour certains, c'est pas gênant, mais pour beaucoup, passer de 50 à 70 euros sur un whisky en 3 ans, ils comprennent pas bien pourquoi. Voilà. Et en plus, avec cette idée que tous les grands groupes se disent de toute façon, les stocks qu'on vendra pas en Europe, sur des marchés un peu baissiers, comme la France ou l'Allemagne par exemple, et ben de toute façon on les vendra dans les pays à fort potentiel, asiatiques, États-Unis et autres, où là la demande qui est en train de se créer est totalement nouvelle et on va pouvoir directement faire entrer le consommateur à des prix de 70 ou 80 euros, voire 100 euros, sans que ça le choque puisqu'il n'a pas l'historique des produits. Alors que en France, tu as, je vais les citer par exemple, mais tu as des Glenfiddich par exemple 15 ans ou 18 ans qui étaient bradés entre guillemets dans la grande distribution pendant des années, qui aujourd'hui sont à la recherche de valeur ajoutée, en fait, qui sortent de la grande distribution et qui sont en train de se premiumiser totalement. Voilà. Mais qui répondent à une demande, encore une fois, principalement asiatique, quoi, en fait. Ok. Et donc, tu cumules tous ces phénomènes et tu te retrouves avec des segments de prix entre 40 et 50 euros, en gros, où il n'y a plus personne. Donc, si tu regardes bien les prix auxquels on vend les produits, bah, tu vas voir qu'ils sont à. Oh, pardon. 39,50. Ouais. Voilà, exactement. Ils vont être à. Voilà. Donc, on a fait des. C'est un très beau malt, hein, le 8 ans. Je n'ai pas le droit de citer le whisky qui est dedans de façon contractuelle, mais voilà, c'est un très beau whisky qu'on a mis dedans. Et l'idée, c'était de rester accessible, en fait. Voilà. Et après, à nouveau. Le caractère disruptif, on s'est un peu amusé. Euh, on a travaillé dessus avec l'agence et on s'est dit on va faire un truc un peu rigolo. On a lancé l'idée de faire quelque chose d'un peu punk parce que on était un peu dans le côté british. On se disait qu'on pouvait prendre un punk qui retournait dans son pays en Écosse. Voilà, on pouvait jouer sur tous ces codes-là. Mhm. Je t'avoue de façon assez ludique. Voilà, c'est les joies, les joies du marketing où tu quittes les études de marché et tu retournes où tu bascules sur des intuitions. Bah, il y a un Euh, côté très Gen Z pour moi. Plus oui, que punk, il y a un côté, ouais, on fait péter les couleurs, il y a du vert, il y a du rose. Et après, la définition un peu en etching style, ça me fait penser un peu aux étiquettes de Espolòn, là, ah la oui, oui, tequila, c'est vrai. Ouais, ouais. où le mec qui fait ça est vraiment très très bon et il doit faire 10 illustrations par jour tellement il fait des bouteilles. Steven Noble, il s'appelle, si vous voulez Oui, aller voir son travail. Mais en tout cas, ouais, ça me fait penser à ça. Et, exactement. Ouais, ouais, c'est vrai. et du coup, ça marche bien par rapport à d'autres whiskies où les gens sont plus sérieux au final dans cette catégorie. Alors, à nouveau, c'est assez, eh ben, c'est un peu exclusif et inclusif, quoi. C'est-à-dire que il y a ceux qui aiment pas du tout parce qu'on sort des codes, ils comprennent pas pourquoi il y a. Alors, ils comprennent qu'il y a un mouton parce qu'on est en Écosse, mais il est pas traité comme d'habitude. Et donc, on sort des codes, donc forcément, en étant tranchant, eh ben, on se prive d'une clientèle, mais on en gagne une autre. Voilà. Mm. Donc oui, on a un beau développement là. On commence à le vendre au Japon, on le vend en Allemagne, on commence à le vendre en Grande-Bretagne aussi. Donc ça nous fait plaisir. Et effectivement, voilà, voilà, on est vraiment dans un rapport qualité-prix. Ou rapport qualité-prix plaisir qui est indiscutable. Enfin, en tout cas, voilà, Et tu disais vouloir notre affirmation. le faire sortir aussi du Whisky Lodge, en tout cas d'en faire vraiment une marque à part entière. Oui. Ils n'ont pas encore chacun leur site web ou leur communication ou leur Non, Insta on est ou, dessus en fait. Voilà. Donc là, on est vraiment en train de créer des univers pour chaque marque. D'accord. Et on y travaille. Voilà. Mais oui, oui, on est un peu à la bourre. Voilà. Donc, Ok, non, mais en tout cas, c'est pour voilà. savoir ouais, à quel point on peut détacher la marque. Et je pense que c'est. Alors là, c'est un peu enterré dans votre site web, donc les gens font peut-être pas forcément Oui, totalement. le rapport entre Whisky Lodge. Et tu vois, moi j'ai goûté Orsine au Lyon Whisky Fest. Jamais j'aurais pensé que c'était votre marque.
Donc bon, Oui. au final, tu vois, c'est plutôt invisible d'un point de vue consommateur. On va peut-être parler un peu de l'expansion du Whisky Lodge. Moi, je voulais revenir sur le fait du développement du e-commerce. Il y a eu la période Covid, tout le monde sait, le e-commerce a pris 50%. Est-ce que toi, tu vois un vrai intérêt à développer le e-commerce? Est-ce que tu as 50% autant de gens qui commandent en ligne ou au final, tu as quand même beaucoup de visites physiques? Nous, bon, c'est les deux. En fait, on est toujours dans le côté expérientiel de la boutique, qui est pour nous fondamental et sur lequel on est en train de travailler, c'est-à-dire de continuer à développer l'événementiel, les dégustations, celle auquel tu as participé sur le lancement de la Berlour 15 ans Whisky Lodge. Donc, on est beaucoup sur des éditions limitées. On est quand même beaucoup sur les gens ont besoin de présence. Ils ont besoin de toucher, alors l'espèce de goûter. Et de vivre un peu les histoires qu'on raconte. Alors, on est en train de faire un gros travail sur le site pour retransmettre ça. Euh, Notamment, là, on est en train de travailler sur une série d'interviews qu'on va intégrer, je ne sais pas encore de quelle façon, de mon père, parce que lui, il a 60 ans de métier. Voilà. Mhm. Il n'a pas 60 ans, mais il a bien 60 ans de métier. Et c'est vrai qu'il a connu des choses totalement improbables auxquelles les gens ne croiraient quasiment pas par rapport au décalage qu'il peut y avoir quand il avait, lui, 20 ans. Mhm. Et donc voilà, on est en train de s'attacher à développer beaucoup de contenu. Ça va venir, c'est un peu long parce que c'est chronophage et ça Le demande de brin de gros content, c'est investissements. chronophage. Après, s'il y a des C'est le moins qu'on puisse dire. automatisations et des gens Voilà, qui savent alors faire, je t'en parlerai en off. voilà. Mais voilà, donc ça, c'est les choses qui sont en route. Mais effectivement, oui, le e-commerce ensuite, enfin, reste une piste de développement prioritaire et inévitable aujourd'hui, très concurrentielle. Mm. Après, on est en train d'ouvrir, on a déjà plusieurs pays d'Europe d'ouvert et on est en train d'ouvrir d'autres pays, sachant que c'est toujours très compliqué pour les alcools parce qu'effectivement, il y a les droits d'accise locaux à payer et c'est jamais simple à mettre en place. Mais donc là, on connaît un gros développement et un bel essor. Et surtout, en tout cas pour la France, on est peu de pure players. Voilà, on n'est pas très nombreux à être totalement sur ce segment-là à 100% Mm. en fait. Voilà. Et donc, en étant plus concentré, on est plus spécialisé. Et on va chercher, toujours continuer à dénicher et surtout à sélectionner. Voilà, en fait nous notre positionnement est beaucoup plus sur cet aspect-là. On a besoin de continuer à sélectionner parce que malheureusement il y a beaucoup de produits qui sont pas bons qui sortent. Et là je parle toutes catégories confondues, hein. Encore une fois, ce que j'ai dit tout à l'heure, les barrières d'entrée sont un peu tombées. À peu près n'importe qui peut fabriquer aujourd'hui du whisky ou du gin. Voilà. Par contre, pour que ça soit bon, c'est toujours aussi difficile. Voilà. C'est Ok. euh, c'est toute la difficulté. Et quand on parle de site web, de digital, etc., qu'est-ce que tu penses, toi, du Web3, des métadistilleries, des plateformes premium comme Blockbar pour le fait d'investir des NFT dans certains fûts prestigieux? Est-ce que c'est quelque chose qui a du sens ou qui est totalement what the fuck pour toi? Alors, il y a deux choses. Un, de toute façon, ce sont les leaders qui vont s'emparer de ça. Donc notamment, tu parlais des NFT, tu as LVMH, sur la construction du côté ultra premium, même si j'aime pas le terme, mais sur le côté ultra premium, il faut s'imaginer qu'ils ont l'année dernière, je crois, ils ont vendu un fût de d'Ardbeg à un asiatique plus cher que le prix auquel ils ont payé la distillerie il y a 20 ans. Ouais. Alors, je crois qu'on est autour de 17 ou 18 millions de livres sterling. Donc on est quand même dans des choses qui sont totalement hors sol. Alors nous, si tu vas sur notre site, tu vas voir des bouteilles. Je pense on doit avoir deux, trois bouteilles qui dépassent les 100 000 euros, ce qui, pour moi, une aberration. Euh, Ok. mais ce qui fait partie du métier aujourd'hui. Donc effectivement, c'est les gros qui vont monter Enfin, quand je dis les gros, c'est pas péjoratif, hein. Ce sont vraiment les maisons comme Wet & See, comme Diageo, comme William Grant ou Pernod Ricard qui vont ouvrir la voie. Parce que je pense que établir un business model là-dessus, le rendre viable, il n'y a que ces gens-là qui vont être capables de le faire et d'expérimenter. Et après, des gens comme nous, ce qui n'empêche pas les innovations sur des petits acteurs comme nous, mais je pense que eu égard au niveau d'investissement, c'est quand même eux qui vont maîtriser le sujet. Après, d'un point de vue personnel,
je suis déjà old school. Et c'est vrai que, encore une fois, moi, je cherche une aventure, je cherche de l'histoire, je cherche du temps, je cherche de l'espace quand je bois du whisky. Et donc, c'est vrai que c'est des choses qui, à titre personnel, me parlent beaucoup moins. Mm. Voilà. Et encore une fois, je sais ce que valait le whisky il y a 20 ans, il y a 30 ans, et des choses absolument délirantes qu'on pouvait boire pour pas grand-chose. Voilà. Je cite toujours cet exemple, la distillerie de Port-Hélène, hein, qui viendrait ouvrir en Écosse euh, avec avec fracas parce que ils ont fait une inauguration énorme là-haut. C'est une distillerie dont le whisky se vendait plus du tout, qui a été passé au bulldozer, enfin qui est devenu un maltings, hein, là où on transforme l'orge en orge maltais. Et aujourd'hui, on en fait tout un pataquès, mais je me rappelle mon père quand moi j'étais gamin qui ouvrait des bouteilles de Port-Hélène pour les faire goûter aux clients. Voilà, c'est comme si t'ouvrais, enfin je sais pas quel exemple on peut Ah, ça prendre, serait mais bien ça aujourd'hui, hein. c'est comme si tu ouvrais des Ikem 1960 pour leur dire allez goûtez ça, vous allez voir c'est bien fait, vous devriez en acheter. Voilà. Et ça valait 50, 60, 70 euros la bouteille. Voilà. Donc il y a plein d'exemples comme ça. Hein. Moi je me rappelle enfant, enfin j'étais étudiant, mes parents habitaient à Lyon, j'habitais à Paris, je leur piquais des bouteilles de Papy Van Winkle et je jouais aux cartes. Avec mes copains en buvant du Papy Van Winkle quand j'avais 20 ans. Mm. Et aujourd'hui, ça vaut, je sais plus, 2 ou 3 000 dollars la bouteille. Moi, à l'époque, ça valait 25 ou allez, 35 euros la bouteille chez mon père à l'époque. Donc voilà, je suis un peu old school de ce point de vue-là. Et je reste très attaché aux valeurs de cet univers. Voilà, c'est, euh, Et en tant c'est ce qu'activation qui de en fait le marque, charme. au final, tu vois, Ah oui, oui, par contre, je pense qu'il y a des choses à faire hier, on a pu énormes là-dessus. tester Pardon. dans The Battlefield Show le fait d'aller dans le nouveau métaverse avec Absolute Land. Ça fait la troisième année consécutive qu'ils font cette expérience avec le Oui, festival Coachella. Du coup, on était en direct en train de gamer au final sur un jeu parce qu'on arrive vraiment dans le jeu. Et puis après, c'est un espèce de jeu où on doit récupérer des ingrédients pour créer un cocktail. Et on arrive vraiment dans l'univers du gaming. Et oui. est-ce que c'est totalement est-ce qu'ils font un gros travail, tu penses, de leur audience et qu'ils veulent tout rajeunir? Ou est-ce qu'ils ont un peu de R&D et de temps à perdre pour faire un peu de communication, de presse et juste se faire un peu mousser parce qu'ils sont dans les nouvelles technologies? On se demande vraiment ça. Alors, très honnêtement, j'ai pas vraiment de réponse. Le seul constat que je peux faire, c'est que, encore une fois, il y a qu'eux qui peuvent y aller, eu égard au montant qu'impose ce genre de technologie. Euh, je pense qu'ils s'approchent, ils sont quand même très proches des codes du luxe, plus que des codes historiques du whisky. Aujourd'hui, une marque que j'aime beaucoup, c'est Royal Salute. C'était une marque un peu poussiéreuse, on va dire, pour gens qui avaient un peu de gros moyens et dans le côté statutaire que j'évoquais tout à l'heure, qui allaient offrir ça en cadeau. On parlait de l'Asie, voilà, où ça a toujours un succès fou. Et c'est vrai que sous la houlette notamment de Mathieu Deslandes chez Pernod Ricard, enfin chez Chivas Brothers en Grande-Bretagne, euh, ils, ont, euh, ils ont rajeuni complètement la marque et ils sont dans les codes, enfin, ils ressemblent plus à Vuitton dans leur code qu'à une marque de whisky historique. Donc genre, je ne sais pas si ça a été fait ou pas, mais ils privatisent la Tour de Londres pour recevoir des clients VIP. Ils font des bouteilles dessinées par plein de designers différents, mais avec une vraie personnalité, une vraie originalité. Hmm. Et c'est vrai que quand tu vas dans un duty free en Asie, tu sais pas si t'es chez Vuitton ou si t'es chez Chivas, enfin ou si t'es chez Royal Salute. Donc il y a, c'est propre à l'univers du luxe, me semble-t-il. Bon, c'est pas un univers que je maîtrise suffisamment, mais de fait, il y a quand même une espèce de confluence qui se crée. Aussi bien, tu parlais du gaming, on a autant le côté luxe que le côté mainstream de produits où on va se retrouver aussi bien avec. Enfin, il s'empare de l'art, il s'empare du gaming, il récupère tous les univers possibles. Ouais, et même les collabs avec les rappeurs, il y a un Voilà, côté beaucoup exactement. plus street aussi, street art. Très, Ça voilà. dépoussière aussi le côté costard-cravate des spiritueux premium et ça fait peut-être du bien, mais par contre les prix sont toujours exorbitants. Donc, Ouais, ouais. Mais par exemple, tu as un historique là-dessus de NC avec la communauté afro-américaine aux ouais. États-Unis, où en fait, euh, de ce que j'en ai compris, hein, je ne veux pas dire de bêtises, mais je sais que tu as dans cette communauté-là, en fait, des commerciaux qui ont été absolument exceptionnels dans des villes comme Chicago, Los Angeles ou New York.
et qui se sont adressés à leur communauté et qui ont fait exploser les ventes de façon totalement imprévue. En fait, les types étaient très bons, ils ont développé le business et 20 ans, 30 ans après, eh bien, la communauté afro-américaine boit, je sais plus si c'est le VS ou je crois que c'est le VSOP qui consomme dans des quantités très importantes, Mm. alors que la communauté hispanique va boire autre chose. Et donc, tu parles en fait d'historique peut-être plus commercial que marketing, qui aujourd'hui sont ensuite évidemment repris, développés, améliorés par Ah, rapport c'est à ces drôle. Je historiques. savais Voilà. pas que ouais, des résultats commerciaux pouvaient changer la donne dans des tendances de Voilà, consommation. de très bons distributeurs, des bons importateurs, Mm. distributeurs, derrière des commerciaux qui font le boulot. Et je pense que c'est, enfin, moi, j'ai toujours jonglé entre les deux aspects sur les métiers que j'ai pu avoir dans les grands groupes. Et on voit la force du cumul, évidemment, des deux réseaux, mais enfin, de l'aspect commercial aussi bien que marketing. Mais voilà, j'ai pas de, je suis assez admiratif par contre de tout ça parce que je trouve qu'il y a des choses qui sont assez géniales qui peuvent être faites, mais bon, dedans il y aura du tâtonnement, il y aura des choses qui vont fonctionner, d'autres pas, mais après Bah, c'est souvent, propre c'est à un tous peu les grands douteux, groupes. hein, Voilà. ce genre de choses. C'est pour ça qu'on les débunk avec Frédéric. On voit des Oui. fois que c'est juste pour faire parler, quoi, et qu'il n'y a pas trop d'intérêt, mais bon, ça donne un petit côté divertissant Moi, oui, et voilà, voilà, quoi. moi j'ai plutôt l'impression qu'ils y vont sans trop savoir Ah bah comme tous, ce qu'ils c'est sûr. font. Ils savent pas trop où ils sont, et puis de temps en temps, alors il y aura des échecs, et puis au milieu, ça permettra de sortir des trucs sympas. Après, nous, c'est sûr que de notre positionnement, on reste vraiment dans cette idée de pouvoir sortir des beaux produits. Euh, on a ce côté, pas toujours, mais en tout cas, on essaye d'être accessible. Pour nous, c'est essentiel. Et tu vois, dans ce que tu as goûté, alors le Bunaben est un contre-exemple parce que c'est un produit qui vaut relativement Il cher. était bon, lui, hein. Ah, il était magnifique, ce Buna, il est incroyable. Et l'autre, par exemple, que tu as vu, le Lowland, donc ça, c'est des whiskies des Lowlands, hein, des whiskies du sud de l'Écosse, plutôt légers. Et ça, donc, c'est 5 fûts qu'on a assemblés, qui sont magnifiques. J'ai hésité à les garder pour les faire vieillir plus. Et je me suis dit, allez, on va faire ça. Et là, pareil, on a sorti un Orsine à 50 euros. Voilà. Et ça me paraissait essentiel parce que, d'abord, c'était une catégorie de whisky que les gens ne connaissent pas. Parce que c'est des whiskies très légers. Enfin, légers, c'est des 46 degrés, hein, donc ils sont costauds en alcool. Mais sur le plan gustatif, aromatique, ils sont tout en légèreté. Ils sont sur le floral, sur le fruité, mais légers. Voilà. Mm. Et on s'est dit que les gens ne devaient pas savoir. Il y a plein de gens qui ne savent pas que le whisky, ça peut ressembler à ça. Et ensuite, on s'est dit, bah voilà, on va sortir un Orsine qui sera précisément à 50, enfin même 49 euros, pour qu'on puisse le vendre et que les gens puissent apprécier en se disant, voilà, on est capable ensuite peut-être de les faire monter en gamme, parce qu'on a des choses plus onéreuses, mais de se dire, on doit être capable quand même de sortir un produit comme ça, quoi. Oui, Voilà, c'est alors, sûr. Et vous dites que toute vous êtes pro- français ou vous dites que c'est une marque française qui embouteille des produits on, étrangers on, ou... on communique pas forcément là-dessus. Après, c'est quelque chose qui a toujours existé en fait. C'est-à-dire que tu as des embouteilleurs. Je parlais de Wilson et Morgan. C'est un embouteilleur italien et en fait, il a toujours donné sa patte italienne aux embouteillages qu'il faisait. Mais par contre, le niveau général a toujours été très élevé. Voilà, il n'y a jamais eu Ok. de mauvais produits. Après, nous, la difficulté qu'on a, c'est que euh, on se rappelle que des échecs éventuels de ce qu'on va faire. Donc nous, j'en discutais avec la soirée où tu étais, je discutais avec il y avait parmi les invités, il y avait des vieux clients, et je plaisantais avec ça, mais je leur dis, si on sort un Orsine qui est pas bon, les gens oublieront les 25, les 30 ou les 40 derniers qu'ils ont bu. Mm. Voilà. Et donc on est totalement liés, on est pieds et poings liés par rapport à cette problématique, et on peut pas baisser en niveau. Voilà, donc ce qui est très difficile pour nous parce que c'est dur de sélectionner, c'est dur de s'assurer dans le vieillissement que ça va rester d'un niveau de qualité élevé ou que ça va s'améliorer en vieillissant, et ce qui est pas toujours le cas. Donc on doit assumer les échecs. Voilà. Et, C'est et pendant la dégustation, j'ai aussi dégusté le Swell de Spirit, là. Oui, C'était le Private Garden. Il faisait partie de mes bests. En gros, mes bests, c'était le Orsine Buna Ben 16 ans, oui. le Private, là, de Private Garden, qui doit être ici, là, en bas à gauche, Oui, il de y en Swell avait de deux, hein. Il y avait Spirit. un Kleinisch, ouais, il y avait un Kleinisch et un Tobermory qui étaient exceptionnels tous les deux. C'était Ouais. vraiment très bon. J'avais Ouais, le ouais. Hardberg 19 ans et puis le Octomore, il était Ah oui. vraiment sublime. En gros, j'ai commencé par la tourbe et je suis resté qu'à cet endroit au final. J'ai mal commencé ma déguste et au final, bon, bah, c'est quand même ce que je préfère en whisky. Qu'est-ce que tu penses là de. Ils ont des produits très accessibles et aussi très premium, tout en Oui. gardant un peu une fraîcheur dans l'étiquette, on dirait. Ouais, c'est très frais, quasi un peu futuriste et illustratif en même Oui, temps. c'est élégant, hein. Ouais, ouais, je trouve ça assez.
Je trouve ça, ouais, je trouve que c'est des beaux codes. Est-ce qu'un Voilà, consommateur va payer une bouteille, j'ai envie de dire 400, parce que je crois que j'ai vu ces prix-là, 400, 500 oui. euros, avec quelque chose qui n'a pas l'air traditionnel ou... Alors là, en fait, tu t'adresses, on parlait du côté discernement, t'es que sur des aficionados, voilà. Ouais, Donc et eux, en fait, un caviste m'avait dit il y a pas très longtemps et j'avais bien aimé. Il me disait en fait, on a deux sortes de clients nous en fait dans nos donc quand on vend des orsines à des professionnels, on a en fait ceux qui connaissent l'univers de l'embouteillage indépendant et en fait qui savent que globalement ils prennent pas de risques. Donc qui passent d'un Tobermory ou d'un Kleinisch ou d'un Lafroig chez nous, ils savent que globalement on a fait le boulot pour que ça soit tout à peu près du même niveau. Voilà. Donc, enfin, j'espère, vu le mal qu'on se donne. mm. Et en fait, à partir du moment où tu acceptes une maison et que tu considères qu'elle est à niveau, je parlais de Berries Brothers à Londres, modestement, je vais nous mettre dedans, mais il y a d'autres maisons qui sont en plus sur des volumes qui sont quand même pas très très James importants. Eddy aussi. Voilà, James CD, bien sûr, qui est hyper important, dont nous sommes le fier importateur. Voilà, et James CD, tout est bon. Voilà, tu as goûté l'Ardmore 22 ans, par exemple, qu'ils ont Bah, c'était mon sorti, préféré du Fest, hein, clairement. et qui est, voilà, et en fait, Rupert, donc c'est dommage, cette année, il n'a pas pu venir, mais il a une capacité à sélectionner, à choisir, à acheter. Il a accès à des très beaux stocks, c'est ce qui fait sa force, mais il joue, comme on dit au rugby, hein, il joue à la maison, donc ça aide beaucoup dans ce métier. Mais de fait, voilà, il y a cette capacité à sortir des grands produits. Et en fait, une fois que tu considères que James CD est à niveau, que tu considères qu'Orsine est à niveau, si tu es un professionnel, en fait, tu vas tout nous prendre de façon indistincte. Alors évidemment, tu peux avoir des préférences et dire non, je préfère des Islay, je préfère ci ou ça, mais globalement, tu vas faire confiance à la Bah là, maison de clairement, je façon générale. connaissais pas, et j'avoue que quand je vois vos produits, et quand c'est quasiment ceux que j'ai goûtés, à part Octomore et Ardbeg, les autres, c'était un peu que de l'embouteillage, et je me dis, en fait, je vais pas prendre de risques avec ce genre de produit. C'est le but. Mm. Après, nous moi, enfin, j'élargis par rapport à notre philosophie. Je me rappelle quand j'étais tout jeune et j'aidais mes parents à Noël et mon père me disait, je lui disais, mais papa, il y a les trois quarts, je les connais pas. Qu'est-ce que je vais raconter? Qu'est-ce que je vais dire? Et, et à l'époque, la phrase m'avait plu. Enfin, je l'ai gardée en tête. Mon père m'avait dit, mais Pierre, ici, tout est bon. Euh, donc, je me suis embêté à tout choisir, à tout sélectionner. Il n'y a rien de mauvais. Donc, tu peux te tromper aromatiquement en termes de profil par rapport à ce que souhaite la personne, mais tu ne te tromperas pas sur le niveau de qualité, tu seras incontestable. Et on est, avec Orsine, on est dans cette démarche-là, modestement, mais si tu veux, ma fierté, c'est plus de réussir. Le Buna Aben, il était extraordinaire. Je veux dire, je vais pas te dire qu'on n'a rien fait pour ça, mais en fait, il avait déjà, il y a quelques années, on l'a acheté, il avait déjà une dizaine d'années, il était déjà topissime. Donc en fait, notre grand plaisir, c'est juste de le regoûter 2 ou 3 fois par an, parce que pour voir s'il s'améliorait, on savait qu'il avait encore un pic de progression, mais on s'est dit, c'est pas grave, on va pas attendre 18 ans, on l'embouteille à 16, il est tellement parfait que c'est pas la peine d'attendre. Et le fait d'avoir une boutique, ça doit forcément jouer sur votre crédibilité d'un point de vue éducation, et du coup sélection, et du coup votre propre marque, non? Bah, On peut c'est y notre arriver force en sans? fait. Alors, c'est plus difficile, mais évidemment, c'est notre force parce que nous, bah, évidemment, on a un accès direct aux consommateurs. Mm. Et ça, il y a rien à faire. C'est-à-dire que moi, je le vois, je suis pas beaucoup en boutique, pas assez souvent, mais je sais que un samedi après-midi où je vais descendre en boutique et faire de la vente, ça me remet droit tout de suite. Puisqu'en plus Lyon est comment dire, vraiment une belle piste de test, parce que on a des clients suisses, on a des clients nord-italiens, on a des clients lyonnais pur et dur, on a beaucoup de gens qui viennent, je sais pas moi, de Bourg-en-Bresse, d'Avignon, de Marseille, de Clermont-Ferrand, de Grenoble, etc. Donc on a un vrai panel très large, et en fait ça nous donne un vrai retour. Voilà. Et donc, si on a déconné, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, pardon, si on a déçu les gens sur un Orsine, c'est jamais arrivé, je touche du bois, j'en ai par terre, on aura un retour dans la semaine qui suit, on sait où on en est. On sait si on s'est planté. Et par exemple, sur Kirkbrite, avec une échelle plus modeste, on est plus dans un whisky de consommation courante, parce que les gens vont avoir des Orsines, ils vont avoir des James CD ou d'autres produits chez eux qu'ils vont boire occasionnellement ou avec des amis, ainsi de suite. Et par contre, pardon, sur une journée difficile, eh ben, ils vont rentrer chez eux, juste se mettre un grand coup de Kirkbrite avec de la glace et se poser 10 minutes et rien penser à autre chose. Et c'est vrai que
On sait qu'on s'est pas planté parce qu'on a eu, même sur des gens qui sont des grands amateurs d'orsine, qui en ont peut-être dégusté 40 ou 50 chez nous, ils nous disent, bah ça, à 40 euros, il n'y a rien à dire. Et en fait, ce retour immédiat est absolument formidable pour nous. C'est une chance inouïe parce qu'on voit plein de produits arriver, on sait déjà que on sait déjà les maisons qui se plantent ou pas sur les produits qui arrivent. Voilà, et quand ça marche, ça marche. Moi, je me rappelle, enfin, on a vu par exemple arriver, j'en parlais peu d'Eminente, je change de sujet, mais chez Moët Hennessy, Mhm. on avait tout. On avait le pack, le produit, le Un peu prix. Donc le crocodile, mix, c'est ça là ouais, Ouais. exactement. Et donc le mix marketing était parfait. Et donc on savait que en prix en prix conso à 50 euros, on savait qu'on allait faire un carnage avec ça et que ça allait se vendre tout seul. Voilà. Et là, ils ont fait l'effort d'analyser leur marché, de pas se planter et de cocher toutes les cases. Alors attention, il sort, je sais plus, 300 ou 400 parfums par an. C'est pareil dans l'alcool, c'est encore plus. Et on sait qu'à la fin, il en reste que 5, 10 ou 15%. Je maîtrise jamais les statistiques là-dessus, mais bref. Et là, c'est la même chose. Et Eminente s'est installé parce qu'ils ont juste coché toutes les cases et qu'à un moment, c'était facile pour tous les cavistes en France de vendre ce genre de produit. Donc, ils l'ont prescrit. Ils ont fait le travail derrière d'animation, ainsi de suite, de faire que ça a fonctionné. Donc, voilà, cas typique, si tu veux, où on a quand même une vraie acuité, une vraie capacité à se dire ce produit-là va marcher ou pas marcher, même si on peut se planter. Après, il y a l'accès au marché, il y a le fait je reviens à Kirk and Bright, il y a le fait de pouvoir l'exporter, il y a le fait de trouver les bons agents qui comprennent la mécanique, mais par contre, je sais l'analyse qu'on a faite tous ensemble, hein, parce que c'est un retour qu'on fait avec toute l'équipe, aussi bien de la boutique que les gens qui travaillent sur l'export et ainsi de suite, on sait qu'on est dans le vrai. Voilà, tout simplement, et avec un peu de chance, ça fonctionne. Voilà, même s'il y a toujours une part d'incertitude forte. Et pour finir, on n'a pas trop ou même du tout parlé de whisky français ou du côté local. Quand tu parles justement de cette piste d'atterrissage, piste de test à Lyon, est-ce que c'est une demande que tu as de plus en plus de déguster des whiskies français? Qu'est-ce que vous avez de bon en France? Est-ce que vous embouteillez du français? Enfin, qu'est-ce qu'il en est du marché français actuel et les tendances de demain? Alors, tu as bon, la double tendance, la tendance Cocorico et enfin la triple tendance boire local, 0 km et Cocorico fait qu'il y a une demande naturelle forte pour ça. Ensuite, donc tu as une demande qui est forte. Tu as un marché, alors on estime, enfin je crois qu'il y a la Fédération française des whisky français, je crois, indique 150 distilleries à peu près. Tu as peut-être interviewé Philippe Jugé là-dessus. Lui, il a en fait, dans les 150, ça va vraiment de toutes petites unités à déjà des unités un peu plus conséquentes, pardon. Mais on est quand même très loin de ce qui se fait en Écosse, de ce qui se fait aux États-Unis ou de ce qui se fait en Irlande. Voilà. Donc tu as quelques leaders. Euh, Tu as 4-5 leaders évidemment qui commencent à prendre forme, qui dans une mécanique naturelle en fait sont rachetés. Ça a été le cas de la distillerie des Hautes-Glaces. Donc il y a un projet qui est un très joli projet où en fait bah, évidemment à un moment il faut beaucoup de capital parce que le whisky c'est un métier qui demande beaucoup d'argent. Où en fait bah, à un moment c'est les investisseurs qui arrivent et des grands groupes qui vont apporter tout en gardant la touche historique, la spécificité de la maison et son ADN qui en fait vont apporter leur savoir-faire. Donc là, en l'espèce, je prends cet exemple parce que c'est le plus flagrant, où en fait on a Rémi Cointreau qui rachète la distillerie du domaine des Hautes-Glaces et qui en fait évidemment, elle est propriétaire de Bruichladdich en Écosse, elle est propriétaire de Rémy Martin à Cognac, donc t'imagines que la capacité qu'ils ont à faire vieillir, à contrôler les eaux de vie, à sélectionner des fûts, à acheter du bois, etc., est totalement phénoménal par rapport à Frédéric Revol quand il était tout seul, avec tout le talent qu'il a. Mais là, évidemment, il se dote d'un partenaire qui va lui apporter énormément. Hmm. Donc c'est une logique absolue. Ensuite, tu as euh, 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 je vais retrouver son nom, tu as le manager de la distillerie de la Gavuline qui les rejoint, qui lui était français, il arrive d'Écosse et évidemment il va apporter son savoir-faire. Donc là on est vraiment dans le transfert de technologie pur et dur comme les Japonais l'ont fait dans les années 20 avec la maîtrise de la distillation écossaise. Et là tu te retrouves en fait dans un schéma naturel avec eh bien, beaucoup de capital, beaucoup de savoir-faire et beaucoup de techniques qui arrivent d'un coup et qui vont propulser la distillerie. Voilà. Donc là, on sait déjà que c'est plus un outsider le domaine des hautes glaces. On sait que de toute façon, ils vont pouvoir se développer parce ils vont en avoir les moyens. Après,
Je suis beaucoup plus dubitatif pour beaucoup d'autres, pour la majorité. Pourquoi? Parce que ils se rendent pas compte que pour faire un 10 ans d'âge, il faut 15 ans. Il faut pas 10 ans, il en faut 15. Parce que le stock que tu as fabriqué, quand tu as commencé à distiller, tu l'as vendu parce que tu avais besoin de faire survivre ta distillerie. Et donc, forcément, au bout de 15 ans, au bout de 10 ans, les 5 premières années de distillation, tu les as déjà toutes vendues. Après, est-ce Et que pour ensuite, vendre pour la Gen Z, on n'a pas juste envie de faire des whiskies de 3 ans d'âge et les conditionner en canette et avoir un autre type d'instant? On est vraiment dans autre chose, dans le côté on est plus. dans autre chose. On est dans un autre segment, comme GNB a toujours fait du 3 ans d'âge. Et qui avait vocation à être mélangé, ou Clan Campbell, qui avait vocation à être mélangé Parce que j'ai avec du entendu coca ou ça, du Perrier. je crois la vente la plus énorme, enfin la marque qui marche le mieux en France, c'est, je crois, une marque qui vend en flasque, non? En termes de volume, et j'avais entendu ça. Alors ça, je le sais pas. Je devrais le savoir, mais je le sais pas du tout. Je t'avoue. Mais en tout cas, pardon, il est vrai que si tu veux, là où tu as raison, c'est que et les Écossais ont toujours été forts pour ça, c'est qu'ils ont toujours répondu aux besoins ou à la demande. Et donc, ils ont aussi bien des 30 ans d'âge que des whisky de 3 ans d'âge destinés à être mélangés. Eux, ça leur a jamais posé de problème, en fait. Hmm. Nous, tu vois, dans ton quiz, tu me dis Label 5 ou Clan Campbell. Avec cette idée qu'on est sur des produits qui seraient pas forcément terribles, ce qu'on peut admettre, mais de fait, un Écossais te dira jamais que c'est mauvais. Par Parce qu'il est anglo-saxon euh, et. parce qu'il défendra toujours son précaré, bien sûr, mais aussi simplement parce qu'il va te dire que l'utilisation qu'on doit en faire n'est pas la même. Et que lui, il te dit, si on va pas mettre un 25 ans d'âge et le mélanger avec du coca, je suis obligé d'avoir quelque chose de sec, de frais, de léger pour pouvoir le mélanger. Je dis pas que je suis pas l'avocat absolu des blindes de 3 ans d'âge à la qualité parfois discutable. Mais de fait, je me rappellerai toujours, j'ai eu la chance de travailler avec Jim Beveridge, qui était un homme extraordinaire chez Johnny Walker. Et lui, sa plus grande fierté, c'était pas de fabriquer des bouteilles de Blue Label vendues à 300 euros la bouteille. Pour lui, c'était une récréation de faire ça, parce qu'il allait taper dans des stocks magnifiques dont il disposait. Mais lui, son vrai métier, c'était de réussir à fabriquer 300 millions de bouteilles par an, qui auraient le même goût à Bogota, à Paris Hmm. ou à Hong Kong. Voilà. Et en fait, avec un produit totalement inconstant, le whisky, ça reste une matière vivante. Moi, je le sais que trop bien à ma petite échelle, parce que les 20 fûts de Manoc Mort que j'ai remplis la semaine dernière, enfin il y a 15 jours ou 10 jours dans les fûts de Bourbon, euh, ces fûts-là, je sais que dans 10 ans, ils n'auront pas tous la même allure et que le résultat sera pas forcément le même. Voilà. Bon, je m'éloigne un peu du sujet, mais à nouveau, en tout cas, c'est tout l'intérêt de la chose. Et c'est vrai que pour revenir au whisky français, oui, il va y avoir des choses très belles, mais ça va prendre du temps, ça va demander de l'argent, et on va voir des nouveaux acteurs beaucoup plus imposants qui vont arriver. Voilà. Je pense que, mais ce n'est pas c'est même pas dans les radars des grands groupes. Hmm. C'est-à-dire que chez Pernod Ricard, chez Diageo, chez William Grant, on s'intéresse à tout ce qui fait, tout ce qui se fait. On est à l'affût de racheter des distilleries ou de la première distillerie intéressante de gin, de tequila. Il y a eu beaucoup, beaucoup de rachats ces dernières années et ça va continuer. Euh, mais c'est même pas dans les radars. Je discutais avec les gens de chez Chivas Brothers à Londres, et eux, le whisky français, les volumes sont tellement faibles que pour eux, tant qu'un whisky est pas présent dans 10, 15, 20 pays, même à petite échelle, et qu'il n'y a pas un minimum de volume, pour eux, ça n'apparaît même pas. Voilà. C'est à part l'exemple de Rémi Cointreau avec le domaine des Hautes-Glaces, qui est un pari sur l'avenir, un pari anticipé à mon avis. Les autres ne visualisent pas encore l'enjeu. Et peut-être juste pour finir, Oui, c'est pardon. quoi le best-seller du Whisky Lodge? Tout de suite, tu veux dire en termes de ce que nous on préfère, de ce qui se vend le plus Ce ou qui, de se vend le plus, que les gens achètent le plus. Alors nous, ça reste, on a nos marques à nous commencent à vraiment prendre une place très très importante. Kirk and Bright, c'est avec à Noël, c'est vraiment installé en tête du hit parade très rapidement parce que D'accord. on a ce pouvoir de prescription.
Et simultanément, on a déjà eu les premiers retours positifs, en fait, qui font que ça a tout de suite Et fonctionné. Mais oui, en côté cadeau, quoi, parce que c'est différent, ça s'offre oui, voilà. facilement. Mais par contre, du coup, le cadeau après Noël bascule en consommation plus courante, puisque les gens, on t'a offert cette bouteille-là à Noël, ben évidemment, au mois de janvier ou février ou mars, en fonction Donc du temps que tu forcément, vas mettre à vous la. poussez votre marque, mais Mais pas que, parce que nous, on est quand même liés avec beaucoup de maisons. hmm. Mais dans les best-sellers historiques, on a toujours eu du Lagavulin, on a toujours eu du Talisker, on a eu plein de choses. Voilà. Le travail, bien sûr, est beaucoup plus facile sur des marques existantes. euh, Où on va pas forcer pour vendre un Ardbeg 10 ans. Les gens savent qu'on en a et évidemment on va le vendre. Hmm. En revanche, évidemment, faire la prescription sur un Ben Nevis 8 ans ou 6 ans de chez James CD, là, il y a beaucoup plus de travail. Voilà. Et Alors puis les évidemment, gens on a un outil. veulent repartir avec quelque chose qui sont les seuls à posséder, souvent. T'as envie de faire découvrir aux autres et donc On a toujours la même question. On a toujours, je veux quelque chose qu'on ne trouve pas ailleurs. C'est quasi la motivation principale, première d'une grande partie de nos clients. Et notamment les gens qui viennent pour faire un cadeau. Voilà, la seule chose qu'ils ne veulent pas, c'est qu'on retrouve le produit ailleurs et surtout pas en grande distribution. ok. Ça, c'est le. Mais dans les enquêtes sur les cavistes, c'est ce qui ressort de toute façon, de façon générale, quoi. C'est un des premiers critères qui existe du fait que les gens vont de façon générale chez les cavistes. Parfait. Bah, je crois qu'on va s'arrêter là-dessus. Et merci beaucoup pour Avec cette grand plaisir. longue interview passionnante. On est passé par tous les stades et j'avoue que j'ai vraiment aimé le côté occasion de consommation et ce que tu nous as dit au tout début et puis bon avec tout le reste aussi. Mais bah, merci à toi. Eh ben, un grand merci, Ludovic. Et C'était puis un bon peut-être à moment bientôt. aussi pour moi. Je l'espère. À bientôt. Salut. Salut.